Emmanuel était un homme qui attirait l'attention, non seulement à cause de sa stature imposante, 2 mètres de haut et 160 kilos de pure présence, mais aussi à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré. Son visage affichait une force tranquille. Cet équilibre était le fruit de nombreuses années d'entraînement militaire et de lutte personnelle. Sa peau noire brillait sous la lumière artificielle. Cela montrait que la personne avait eu une vie pleine de batailles, à la fois dans sa vie personnelle et au travail. Il comprenait ce que c'était que d'endurer des regards critiques, mais il savait aussi comment ne pas y prêter attention. Du moins, c'est ce qu'il semblait faire. Le réservoir d'essence était presque vide, et l'estomac d'Emmanuel réclamait de la nourriture. Un panneau sur le bord de la route annonçait une épicerie à quelques kilomètres de là. Il respira profondément, détendu. C'était une petite pause. Un repos après le long voyage qui l'attendait. Alors qu'Emmanuel garait la voiture dans le petit espace, il entendit le silence de la nuit interrompu par le vrombissement lointain de moteurs. Un groupe de motocyclistes se tenaient ensemble sur le parking. Leurs motos brillaient comme des animaux immobiles sous les lumières colorées. Ils riaient fort. Leur voix résonnait dans l'air glacial. Mais Emmanuel n'y prêta pas attention. Pour lui, ce n'était qu'un bruit de fond. Il pensait qu'il pouvait l'ignorer, comme il l'avait fait tant de fois dans sa vie. En entrant dans la supérette, il fut accueilli par l'odeur familière du café frais et des snacks. L'endroit était petit, avec des étagères remplies de produits qui semblaient être là depuis toujours. Derrière le comptoir, un employé mince au visage fatigué feuilletait un magazine, jetant un bref coup d'œil à Emmanuel avant de retourner à sa distraction. Emmanuel se promena dans les rayons, choisissant quelques snacks et une boisson énergisante. Il faisait attention à tout. Il regarda les étiquettes et les prix. Il était très attentif, comme si chaque choix était plus important qu'il ne l'était en réalité. Au fond, cela montrait ce qu'était sa vie dans l'armée. Là-bas, même les plus petits détails pouvaient faire la différence entre la victoire et la défaite. Alors qu'il se dirigeait vers la caisse, il se rendit compte que le groupe de motards le regardait par la fenêtre. Leur regard n'était pas seulement curieux, il y avait aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui semblait aigu et inconfortable. Emmanuel n'y prêta pas attention. Il avait déjà remarqué ce genre d'attention auparavant. Il savait que répondre ne ferait qu'empirer la situation. Malgré tout, un sentiment de malaise demeurait dans sa poitrine. Il essaya d'oublier ce qu'il pensait. Il se concentra sur le paiement de ses achats. Mais alors qu'il quittait le magasin, le rire des motards s'amplifia. Il semblait traverser l'air comme une insulte non dite. Emmanuel détourna le regard, mais il ne put s'empêcher d'entendre l'un d'eux parler de façon moqueuse. « Regardez la taille de ce casse-croûte. Tu as l'air bien avec, n'est-ce pas ?» Emmanuel reprit la route. Mais ce qui s'était passé dans le magasin lui pesait encore. Le bruit constant du moteur de la voiture ne suffisait pas à faire disparaître l'anxiété qu'il ressentait. D'habitude, il ne se préoccupe pas de ce que les gens disent. Mais ce soir-là, il a ressenti quelque chose de différent. Les rires des motards, les regards critiques, les insultes déguisées, tout cela avait brisé la patience qu'il s'était forgée depuis longtemps. À l'intérieur de lui, une foule de sentiments commencent à s'agiter. Il est en colère, mais il est aussi fatigué. Pourquoi le monde ne pouvait-il pas le laisser tranquille? Pourquoi les gens tenaient-ils tant à le rapetisser, à faire en sorte qu'il ne se sente pas à sa place? Il n'avait rien pris, il ne leur avait pas parlé, et il n'avait rien fait pour provoquer cette réaction. Et pourtant, ils étaient là, essayant de faire de leur nuit un cauchemar. Les motards se rapprochèrent. Emmanuel les voyait bien dans le rétroviseur. Leurs visages faiblement éclairés affichaient des sourires moqueurs, comme s'ils s'amusaient de ce qui se passait. C'était un jeu pour eux. C'était une façon de s'amuser. Le leader, Damien, est devant. Il a une attitude confiante. Il semble croire que tout tourne autour de lui. Il portait un vieux gilet de cuir avec des insignes qui n'avaient aucune importance pour Emmanuel. Le visage de Damien en disait long. Il avait de l'arrogance, du mépris, et une envie presque enfantine de mettre les gens en colère. « C'est comme ça que ça commence », pensa Emmanuel, sentant la tension se transformer en quelque chose de plus difficile, quelque chose qu'il ne voulait pas appeler. Il ressentait une colère qu'il savait forte, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas la laisser transparaître. Il comprenait où cette colère pouvait le mener. Il ne voulait pas que cette histoire se termine comme tant d'autres qu'il avait vues. Le leader du groupe accéléra un peu et dépassa la voiture d'Emmanuel. Juste devant, il ralentit, obligeant Emmanuel à ralentir aussi. C'était un jeu de menaces évident. Les autres motards entourèrent de la voiture. Certains étaient à gauche, d'autres à droite. Ils faisaient des gestes et criaient, mais Emmanuel ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient. Il ferma les yeux, essayant de se calmer. Son esprit commença à penser à d'autres options. Est-ce que ce n'était qu'une blague et c'était tout?
Ou voulait-il quelque chose de plus? Les lumières des motos éclairaient Emmanuel alors qu'il sortait de la voiture. Il était grand et fort. Cela semblait faire de lui une personne importante, mais il se rendit compte qu'à ce moment-là, il n'était qu'un homme encerclé. Damien arrête la moto et en descend avec un sourire de travers. Il marche d'un pas ferme, comme quelqu'un qui est sûr de maîtriser la situation. Derrière lui, les autres membres du groupe forment un demi-cercle. Ils empêchaient toute possibilité de fuite. Ils étaient heureux, et Emmanuel pouvait le voir sur leur visage. « Alors, c'est quoi ton problème, mon pote ?» Damien commença à parler sur un ton moqueur. « Tu nous ignores, c'est ça, ce n'est pas très gentil. » Emmanuel se rassura. Il savait qu'une émotion serait exactement ce qu'il voulait. Son regard sur Damien était fort et clair. C'était le signe silencieux qu'il n'était pas une personne à ignorer. « Je ne comprends pas quel est votre problème, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Mais je vous recommande de le remettre à plus tard. » La voix d'Emmanuel fit s'arrêter quelques motards, mais Damien ne s'éloigna pas. En fait, il se rapprocha d'elle. « Tu crois que tu peux nous parler comme ça ?» Il pose une question et se met à rire. « Regarde-toi, une grosse personne comme ça devrait être à la maison au lieu de voyager. Tu penses que tu es meilleur que nous, n'est-ce pas ?» Emmanuel se sentait très en colère, mais il ne bougea pas. Il comprenait que ce que Damien voulait, c'était justement une bagarre, une raison d'aggraver le problème. Mais quand Damien continua à parler, sa voix devint plus furieuse. Quelque chose à l'intérieur d'Emmanuel commença à changer. « Tu veux savoir ce que je pense ?» dit Damien en se rapprochant. « Je pense que tu as pris quelque chose dans ce magasin. Ce n'est pas possible que quelqu'un comme toi voyage comme ça. Je pense que tu es un voleur. Si ce n'est pas le cas, tu n'es qu'un bon à rien comme les autres. » Les mots font très mal. Ce n'était pas parce qu'ils étaient nouveaux. Emmanuel avait déjà entendu des choses similaires. Ce qui faisait la différence, c'était la façon dont Damien parlait, avec le ton de quelqu'un qui se croyait meilleur. Emmanuel se sentit mal à l'aise au creux de l'estomac. Il n'était pas du genre à accepter d'être traité comme un inférieur. Cela n'arriverait pas après tout ce qu'il avait accompli. Et à ce moment-là, il réalisa qu'il devait fixer une limite. « Attention !» commença Emmanuel, en élevant la voix et en paraissant plus ferme. « Tu ne me connais pas, et tu ne peux pas me parler comme ça. Si vous voulez être respecté, commencez à respecter les autres. Si vous ne pouvez pas le faire, vous feriez mieux de vous retirer et de passer à autre chose. » La voix d'Emmanuel a fait réfléchir le groupe. Mais Damien n'était pas du genre à reculer. Il se mit à rire, d'un son dur et diabolique. « Tu me menaces, c'est ça ?» demanda-t-il en s'avançant un peu plus. « Un gros noir qui pense pouvoir me menacer? Vous devez être très ignorant. » Emmanuel se rendit compte que l'atmosphère était tendue, comme lorsqu'on s'attend à une forte pluie. Il se rendit compte qu'il était sur le point d'exploser de rage. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Damien donna un coup de poing rapide et le frappa au visage. Le coup le déséquilibra, mais ne le fit pas tomber. Emmanuel n'était pas une personne comme les autres. C'était un soldat bien entraîné et un combattant par nature. Et en cet instant, des années d'efforts et de pratiques prirent le dessus. Emmanuel retrouva son équilibre et fit ce qu'il avait à faire. Il se déplaça rapidement et prudemment. Il percuta Damien et le fit tomber à terre. Le chef des motards essaya de se relever, mais Emmanuel était déjà sur lui. Il l'attrapa par le col et le regarda droit dans les yeux. « Je te l'avais bien dit » Emmanuel d'une voix forte, provoquant un silence dans le groupe. Damien était allongé, le visage légèrement tourné sur le côté. Un mélange de poussière et de sang commençait à joncher le sol goudronné sous lui. Emmanuel savait qu'il s'était éloigné, mais il n'y avait pas d'autre option. Il se défendit de diverses manières. Ce n'était pas seulement par la force, mais aussi par les sentiments. Il avait fait face à de nombreuses années de mauvais regards, de mauvaises paroles et de préjugés évidents. La force dont il a fait preuve cette nuit-là ne provenait pas seulement de sa formation de soldat. C'était la force de quelqu'un qui avait traversé de nombreuses luttes dans la vie, même si ces luttes étaient invisibles. Le silence qui a duré quelques secondes a été interrompu par le bruit d'une moto. L'un des motards, debout et très en colère, décide que le combat n'est pas terminé. Il accéléra sa moto vers Emmanuel et cria quelque chose qui ressemblait à une menace. Le moteur gronda et la moto se mit à avancer. Mais Emmanuel, avec sa vitesse, attendit le bon moment. Lorsque le motocycliste s'approcha, Emmanuel sauta sur le côté. Rapidement, il saisit le guidon de la moto. L'homme est tombé au sol avec un grand bruit. La situation était désorganisée. Les cris des motards se mêlaient au bruit des moteurs qui tournaient encore. Pendant ce temps, Emmanuel se relevait. Il respirait difficilement, mais son regard était concentré. Il savait qu'il avait gagné la première partie, mais il savait aussi que cela ne s'arrêterait pas là. Son instinct de soldat lui disait que ses ennemis s'alliaient à nouveau. « Tu es fou, mon ami !» cria l'un des motards.
Son visage était empreint de douleur et de colère. « Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir? Tu t'es engagé avec les mauvaises personnes. » Emmanuel ne répondit pas. Il savait que les mots ne serviraient à rien à ce moment-là. Au lieu de cela, ses yeux regardèrent rapidement la scène. Il réfléchit aux options qui s'offraient à lui. Il était en infériorité numérique, et le nombre de motos encore en état de marche montrait qu'elles pouvaient facilement suivre sa voiture s'il essayait de s'enfuir. Mais Emmanuel n'était pas du genre à abandonner sans se battre. S'il voulait continuer, il était prêt. En regardant la situation, Damien commença à bouger. Le chef des motards était encore étourdi. Il tenta de se relever, mais retomba à genoux et cracha du sang. Emmanuel resta sans émotion lorsque Damien releva la tête et le regarda dans les yeux. Le regard de Damien était différent. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était aussi de l'humiliation. Emmanuel savait que c'était un mélange risqué. « Tu vas devoir payer pour ça, » dit Damien. Il vacilla pour se mettre debout. Il s'appuya sur la moto la plus proche. « Tu crois que tu peux nous rabaisser comme ça et t'en aller sans t'en soucier? Tu viens de signer ta mort, mon pote. » Emmanuel resta silencieux, mais il sentait en lui la peur de la menace. Il connaissait des hommes comme Damien. C'étaient des hommes qui ne pouvaient pas accepter la défaite. Ils portaient haut leur fierté, comme un drapeau, même quand tout allait mal. C'était le genre d'homme qui ferait n'importe quoi pour reprendre le contrôle, sans se soucier du prix à payer. Les autres motards commencent à se rassembler. Ils s'aidaient les uns les autres à se relever. Ils regardèrent Emmanuel, mais ne s'approchèrent pas, car ils doutaient encore de sa force. Même avec moins de monde, Emmanuel montra qu'ils pouvaient tous les affronter. Cependant, la tension était facile à ressentir. L'air semblait plein d'électricité. On sentait que la prochaine explosion allait se produire. « Attention !» dit Damien avec plus de détermination, même s'il boitait encore. « Tu crois que tu peux venir ici, nous affronter et repartir comme si de rien n'était? Vous ne savez pas à qui vous parlez. Ça ne s'arrête pas là. » Emmanuel prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais elle avait une force qui n'avait pas besoin d'être expliquée. « Tu as déjà eu ta chance. Si tu veux aller de l'avant, sache que je me battrai jusqu'au bout. Je te suggère de réfléchir longuement avant de faire ton prochain geste. Si tu franchis à nouveau cette ligne, tu n'aimeras pas ce que tu trouveras. » Les mots d'Emmanuel furent entendus dans le silence qui suivit. Pendant un instant, il sembla que la tension était retombée, que la raison l'avait peut-être emporté. Mais Emmanuel savait que ce n'était qu'un arrêt rapide avant quelque chose de plus important. Soudain, l'un des plus jeunes motocyclistes, impatient et manifestement en colère, tenta de dépasser Emmanuel. Avant qu'Emmanuel ne puisse porter le premier coup, il désarma l'individu d'un seul geste et le plaqua au sol. « Ça suffit !» cria-t-il. Sa voix résonnait dans l'obscurité. « Je ne veux plus me battre. Si tu continues à insister, je n'abandonnerai pas. » Cela a semblé fonctionner. Un à un, les motards ont commencé à revenir. Ils ont toujours l'air en colère. Damien, lui, est resté immobile. Il regarda Emmanuel avec un regard qui semblait promettre que cela continuerait. Mais Emmanuel donna un coup précis qui fit perdre connaissance à Damien. Les motards, en infériorité numérique, s'énervent. Ils ont appelé d'autres motards qui ont rapidement encerclé Emmanuel. Après quelques minutes, Damien s'est relevé. Puis Damien et son groupe descendent des motos très discrètement, comme des animaux qui s'approchent de leur proie. Emmanuel essaya de bouger, mais ses muscles étaient raides. L'impact était encore dans son corps. Il regarda dans le rétroviseur et vit le sourire suffisant de Damien. Damien était en tête du groupe qui venait vers eux. Chaque pas qu'il faisait montrait qu'il voulait faire quelque chose de mal. « Le petit soldat est enfin tombé », dit Damien en tapotant lentement la vitre de la voiture avec ses doigts. « On peut être très grand, mais être grand n'a pas d'importance quand on est au sol. » Emmanuel comprit qu'il devait réfléchir vite. Il essaya d'ouvrir la portière, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'un des motocyclistes le tira violemment hors de la voiture. Le sol dur frappa son dos et le fit crier de douleur. Ses yeux se tournèrent vers le groupe qui l'entourait à présent. Leurs ombres se détachaient sur les lumières des motos. Ils n'étaient pas là pour l'effrayer, mais pour le punir. « Tu as fait quelque chose qui n'était pas bien, mon pote, » poursuit Damien, la voix basse et menaçante. « Tu crois que tu peux nous rabaisser sans conséquence? Ce soir sera ta leçon. » Emmanuel essaya de se lever, mais avant qu'il ne puisse le faire, il sentit un coup de pied dans les côtes, puis il sentit un autre coup de pied dans l'épaule. Il tomba à nouveau. Ses bras se portèrent automatiquement pour protéger sa tête alors que les coups de poing continuaient. Le bruit des rires et des offenses emplissait l'air. Il était difficile d'entendre ses propres cris de douleur. C'était une scène très violente, une attaque sans pitié, et Emmanuel savait qu'il n'allait pas s'arrêter de sitôt. Au bout de quelques minutes, Damien leva la main. Il demanda au groupe de s'arrêter. « Arrêtez !»
dit-il avec un calme encore plus effrayant que le combat. Nous n'allons pas le laisser dans cet endroit. Amenons-le dans un endroit où nous pourrons parler plus calmement. Avant qu'Emmanuel ne puisse comprendre ce qui se passait, ils le soulevèrent. Il essaya de se débattre, mais l'épuisement et la douleur le rendirent impuissant. Ses mains étaient attachées avec des cordes très épaisses. Elles étaient serrées de manière à gêner la circulation. Damien sourit à cette vue. Il était très heureux de voir l'homme qui l'avait battu dans un tel état de faiblesse. « Marchons un peu », dit Damien, tandis que les autres le tirent sur l'une des motos. Ils l'installent à l'arrière d'un des véhicules. Ils le tiennent fermement, comme s'il s'agissait d'un trophée. Emmanuel voulut se plaindre, mais l'un des motards le fit taire d'un coup de poing sur le visage. Le voyage sur la route sombre semblait ne pas avoir de fin. La tête d'Emmanuel tremblait. Il était étourdi par le combat et ressentait des douleurs dans tout le corps. Il essayait de garder la route dans sa tête et de regarder les détails autour de lui. Mais l'obscurité et la vitesse rendaient cela difficile. Il savait seulement qu'il se dirigeait vers un endroit isolé, loin de toute possibilité d'aide. Finalement, ils arrivèrent à une petite maison cachée au milieu d'un fourré. C'était un bâtiment simple, avec de vieux murs en bois et de petites fenêtres qui laissaient passer une faible lumière jaune. L'endroit semblait vide, mais Emmanuel savait que rien ne s'y passait par chance. Ils le tirèrent à l'intérieur et le jetèrent durement à terre. L'odeur de la moisissure et de la terre mouillée lui monta au nez alors qu'il essayait de récupérer. Damien fut le dernier à entrer. Il ferma la porte à double tour. Il s'approcha lentement d'Emmanuel et s'agenouilla à côté de lui. « Tu sais » commença-t-il d'une voix presque amicale, « je ne suis pas quelqu'un qui aime être mis au défi. Et tu m'as mis à l'épreuve. Vous m'avez mis dans l'embarras devant mes amis. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier. » Emmanuel a levé la tête et a regardé Damien dans les yeux. Malgré la douleur et la difficulté, sa voix était forte. « Tu es une personne craintive. Il faut toute une équipe pour combattre une seule personne. Cela en dit long sur toi. » Damien rit. Le son était sec et ironique, parfois. « Mais regarde où ça t'a mené. » Il se lève et se tourne vers les autres. « Arrêtez-le. Faisons en sorte qu'il reste ici un bon moment. » Emmanuel était attaché sur une chaise au milieu de la hutte. Ses mains et ses pieds étaient solidement attachés. Il essayait de tirer sur les cordes, mais elles étaient trop serrées. Damien et les autres ont commencé à parler. Ils décident de ce qu'ils vont faire de lui. Les expressions « lui donner une leçon » et « faire en sorte qu'il n'oublie jamais » revenaient le plus souvent. Pendant qu'il faisait des plans, Emmanuel commença à regarder autour de la pièce. Ton désir de survivre a pris le dessus. Il vit une fenêtre entr'ouverte. Il vit aussi un couteau qui avait été laissé sur une table voisine. Il se rendit compte que tous les motards n'étaient pas armés. Il savait que malgré la douleur et la difficulté, il devait trouver un moyen de sortir de cet endroit. La nuit n'était pas encore terminée, et Emmanuel ne voulait pas les laisser gagner. Emmanuel sentit une forte douleur dans son corps. Cependant, il ne laissa pas le désespoir l'envahir. Son esprit, préparé à affronter des situations dangereuses, travaillait sans relâche. Il regarda chaque détail autour de lui. Il se rendit compte qu'il devait partir avant que les plans de Damien et de son groupe ne deviennent plus violents. Il tire prudemment sur les cordes qui le retiennent. La pression sur ses poignets était presque insupportable. Mais il vit que la boucle de sa main droite était un peu lâche. C'était une chance. Petite mais réelle. Il avait besoin de temps et d'attention pour résoudre le problème, mais chaque mouvement faisait souffrir davantage ses bras déjà blessés. Dehors, les voix des motards se faisaient plus fortes. Emmanuel entendit Damien parler et donner des ordres. Il parlait de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. La menace était dans l'air comme un couteau sur le point de s'abattre. Il savait que le temps n'était pas en sa faveur. Alors qu'il essayait de défaire le nœud, Emmanuel regarda sur les côtés de la hutte. Il regarda le couteau oublié sur une table près de lui. La fenêtre était entr'ouverte sur le mur de devant. Une chaise était posée dans un coin sombre. Chacun de ces éléments pouvait être utile, mais seulement s'il parvenait à se détacher. La chance semble donc avoir tourné pour vous. Un des coursiers à moto entra dans la cabane. Il semblait vouloir vérifier qu'Emmanuel était toujours là. C'était un jeune homme. Il avait l'air de quelqu'un qui se croyait meilleur que les autres et sentait un peu l'alcool. « Alors, mon grand, on dirait que ta soirée ne va pas trop bien se terminer, » dit-il avec un sourire arrogant. Il fit un pas en avant et se pencha pour rencontrer les yeux d'Emmanuel. C'était le moment dont Emmanuel avait besoin. Il fit un mouvement rapide. Il utilisa la force de son bras droit, qui était un peu libre, pour faire pivoter la chaise. Il fit tomber le motocycliste sur le côté. L'homme tomba en arrière et se cogna la tête contre le sol. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Emmanuel a poussé la chaise avec son pied. Le couteau est alors tombé par terre. Même s'il était coincé, Emmanuel a réussi à utiliser ses pieds
pour approcher le couteau. Il se pencha, ramassa le couteau avec ses mains et commença à couper les cordes de ses poignets. Chaque seconde lui parut longue, mais il parvint enfin à se libérer. Ses bras lui faisaient mal, mais il n'y prêta pas attention et coupa bientôt les cordes qui se trouvaient sur ses jambes. Le motard au sol commença à bouger, désorienté. Mais avant qu'il ne puisse se lever, Emmanuel lui donna un coup de poing vif et rapide qui le fit tomber à nouveau. Il ramassa le couteau et s'approcha de la fenêtre, en essayant de ne pas faire de bruit. Dehors, les voix se faisaient plus discrètes. Cela signifiait qu'il avait un court moment pour s'échapper. Emmanuel ouvrit lentement la fenêtre et sortit. Il tomba sur le sol froid et humide de la forêt sans faire de bruit. Il resta baissé pendant un moment, observant son environnement. Les motos étaient arrêtées un peu plus loin. Les hommes étaient près d'un feu de camp, riant et semblant distraits. Emmanuel commença à marcher entre les arbres. Il restait dans l'ombre et essayait de ne pas faire de bruit. À chaque pas, il sentait la douleur dans son corps, mais la volonté de vivre était plus forte. Il marcha pendant environ 15 minutes. Puis il aperçut la route. Le bruit d'un moteur qui était loin et qui se rapprochait lui donna une lueur d'espoir. Il se rendit au coin de la route et commença à agiter les mains. Il essayait d'attirer l'attention de celui qui conduisait. La voiture s'est arrêtée. Une femme en sortit en courant. Elle avait l'air d'avoir environ 35 ans. Son visage montrait qu'elle était très inquiète. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» demanda-t-elle en regardant les bleus d'Emmanuel. « J'ai été agressé, » répondit-il, la voix faible et fatiguée. « J'ai besoin d'aide. Et vite !» La femme, qui a dit s'appeler Émilie, a aidé Emmanuel à monter dans la voiture sans hésiter. Pendant qu'elle roulait vers l'hôpital le plus proche, elle posa des questions. Mais Emmanuel était trop fatigué pour répondre en détail. Il la remercia plusieurs fois. Sa façon de parler montrait beaucoup de gratitude et de soulagement. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Émilie aida à faire entrer la personne. Les médecins ont rapidement pris Emmanuel en charge et l'ont emmené aux soins d'urgence. Pendant le transport, Émilie lui a tenu la main un instant et lui a dit avec certitude « Tu es en sécurité maintenant. » Emmanuel n'a pas pu répondre, mais ce petit geste de gentillesse l'a aidé à alléger le poids qu'il ressentait. Il savait qu'il l'avait échappé belle. Mais il savait aussi que ce n'était pas encore fini. Damien et son groupe étaient toujours dehors. Emmanuel n'était pas le genre d'homme à laisser les choses se régler plus tard. La chambre d'hôpital était petite, mais elle semblait calme, contrairement à la violence qu'Emmanuel avait vue dans la forêt. Le silence n'était rompu que par le bruit régulier du moniteur cardiaque et le murmure des voix dans le couloir. Il était allongé sur le lit. Ses bras étaient enveloppés de bandages. Tout son corps ressent encore la douleur des coups qu'il a reçus. Chaque mouvement lui faisait mal aux côtes et aux épaules, mais il ne disait rien. Il n'était pas du genre à se laisser abattre par la faiblesse. Émilie, la femme qui l'a sauvé, est assise sur une chaise à côté du lit. Elle le regarde avec un regard vraiment inquiet. Elle a attendu de longues heures pendant que les médecins s'occupaient de ses blessures. Elle ne voulait pas partir tant qu'elle n'était pas sûre qu'il était en sécurité. Quand Emmanuel ouvrit enfin les yeux, il vit son visage clair avec un sourire discret, mais plein de bonheur. « Je savais déjà que tu étais fort, » dit Émilie. « Seul un homme fort peut traverser une telle épreuve. » Emmanuel essaya de sourire, mais il ressentit une vive douleur à la mâchoire. « Fort n'est pas assez fort, » répondit-il, la voix rauque. « Mais je ne sais pas si je pourrais le faire sans ton aide. De rien. » Elle déplaça la tête sur le côté. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. N'importe qui avec une once de compassion aurait fait de même. » Même avec ces mots réconfortants, Emmanuel savait que la vérité était plus triste. Tout le monde ne s'arrêterait pas pour aider un étranger blessé sur le bord de la route. Pour lui, la gentillesse d'Émilie montrait que, même dans un monde très cruel, il y avait encore des signes de compassion. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une lente convalescence. Les médecins lui ont dit qu'il devait se reposer complètement. Mais Emmanuel savait qu'il ne pouvait pas rester assis sans rien faire. Alors qu'il passait beaucoup de temps seul dans sa chambre, son esprit repensait sans cesse à l'attaque. Il se souvenait de chaque coup de poing, de chaque coup de pied et de chaque juron qu'il avait reçu. Mais ce qui le mettait le plus mal à l'aise, ce n'était pas la douleur dans son corps, c'était la honte. Ils n'avaient pas seulement fait du mal à son corps, ils avaient essayé de détruire sa force intérieure. Emmanuel n'était pas une personne qui oubliait ou pardonnait facilement. Et tandis que sa force physique revenait lentement, sa volonté devenait encore plus forte. Il ne pouvait pas permettre à Damien et à son groupe de continuer à répandre la haine et la violence. Et surtout, il ne pouvait pas laisser ces hommes penser qu'ils avaient gagné. Un après-midi tranquille, alors qu'Émilie était dans sa chambre en train de lire un livre, Emmanuel prit enfin la parole. « Émilie,
Il faut que je te demande encore un peu d'aide. Elle le regarda avec surprise, mais aussi avec curiosité. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin, Emmanuel. Il suffit de dire le mot. Je dois retourner dans ce magasin où tout a commencé, dit-il, la voix forte, même s'il semblait très fatigué. Je veux vérifier s'il y a des caméras de sécurité qui ont enregistré ce qui s'est passé dans le parking. Cela pourrait m'aider. Émilie prend un air inquiet. Vous ne pensez pas que vous devriez prendre un peu de repos? Ces hommes, ils n'abandonnent pas. Vous vous mettez en danger. Emmanuel prit une grande inspiration. Il sentait le poids de ses mots. Je sais que c'est dangereux. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ces hommes doivent être punis. Je ne suis pas du genre à laisser un combat inachevé. Au bout d'un moment, Émilie a accepté. Elle comprenait qu'Emmanuel ne changerait pas d'avis et, au fond, elle respectait sa fermeté. Dès qu'il est sorti de l'hôpital, après 15 jours de convalescence, elle l'a ramené au marché. Emmanuel était plus fort, mais il ressentait encore les conséquences de ses blessures. Chaque pas lui rappelait la douleur qu'il avait ressentie, mais aussi la raison pour laquelle il était là. Le magasin était le même que dans son souvenir. Petit, simple et inconscient du désordre qui s'était produit sur son parking. Le propriétaire, un vieil homme au visage buriné par le temps, était derrière le comptoir, regardant un magazine. Il regarda Emmanuel avec un mélange d'intérêt et de crainte. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda l'homme avec un léger accent du Sud. Emmanuel s'approcha du comptoir. Il sortit sa carte d'identité militaire et la posa sur le comptoir d'un geste prudent. « Je m'appelle Emmanuel. Je suis lieutenant dans l'armée. J'ai besoin de votre aide pour les photos des caméras de surveillance du parking. Il s'est passé quelque chose ici il y a quelques semaines et j'ai besoin de preuves. » Le propriétaire a douté un instant, mais la certitude dans la voix d'Emmanuel montrait qu'il ne demandait pas. Il demandait beaucoup. Après quelques minutes de discussion, l'homme accepta. Il emmena Emmanuel dans une petite pièce à l'arrière. Dans cette pièce, des écrans montraient les enregistrements des caméras. Emmanuel regarda les vidéos. Il gardait les yeux sur l'écran pendant que les scènes se déroulaient devant lui. Il sortait du magasin. Les motards le regardaient. Il y avait des railleries. Enfin, la confrontation a eu lieu. Tout était là, clairement écrit. Il regarde Damien et les autres le poursuivre sur la route. Cela confirmait tout ce qui s'était passé lors de cette triste nuit. Avec les enregistrements qu'il avait, Emmanuel remercia le propriétaire et se rendit à la voiture, où Émilie l'attendait. Il comprit que ces images étaient ce dont il avait besoin pour commencer à raconter les événements. Mais il comprenait aussi que ce n'était que le début. « C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose », dit-il à Émilie, tout en rangeant les photos dans son sac à dos. « Ces hommes pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir d'ennui, mais je vais leur montrer qu'ils ont tort. » Le regard d'Emmanuel était fort, plein de volonté et d'un objectif clair. Il avait vécu des moments très difficiles, mais maintenant, il était de nouveau debout, plus fort qu'avant. Récupérer son corps n'était que la première étape. Maintenant, il était temps de se venger et de demander justice, mais à sa manière. Sur le siège avant, Emmanuel tenait fermement le dossier contenant les vidéos de sécurité du magasin. Ses yeux regardaient la route devant lui. Mais sa tête était pleine de pensées importantes. Il comprenait que ces enregistrements n'étaient pas seulement la preuve d'un attentat. Ils sont la base de son plan pour changer la situation. Émilie lui jette un coup d'œil rapide et se rend compte qu'il a une expression sérieuse et concentrée. « Ces photos sont importantes, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en rompant le silence. Emmanuel acquiesça, sans quitter la route des yeux. « Elles sont très importantes. Elles sont importantes. Elles montrent exactement ce qui s'est passé, chaque infraction, chaque attaque et comment tout cela a commencé. Ce n'est pas seulement pour montrer ce qu'ils m'ont fait, c'est pour montrer que ces hommes pensent qu'ils ne subiront aucune conséquence. » Émilie regarde la route, mais parle prudemment. « Et qu'est-ce que tu vas faire, Emmanuel? Tu vas aller à la police? » Emmanuel respire avant de donner sa réponse. « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. La police ne comprendra pas l'importance de la situation comme moi. Ces hommes ne sont pas de simples motards. C'est un groupe bien organisé. Ils sont dirigés par une personne qui pense pouvoir effrayer n'importe qui. La police peut faire quelque chose, mais ça ne durera pas longtemps. Je veux m'assurer qu'ils ne feront pas ça à quelqu'un d'autre. » La voiture est arrivée en ville. Les bâtiments étaient bas et les rues étaient calmes. Emmanuel avait l'impression que tout était normal, mais cette normalité semblait très éloignée de sa vie. Émilie arrêta la voiture devant un petit café et ils descendirent tous les deux. Elle leur demanda de s'asseoir un moment. Ainsi, ils pourraient réfléchir plus longuement avant de faire quoi que ce soit. Emmanuel accepta, car il savait qu'il avait besoin d'un plan clair. Alors que le café dégageait une odeur de grains brûlés et que les gens discutaient, Emmanuel ouvrit le dossier
et regarda à nouveau les photos. Il revit chaque moment, mais cette fois avec plus d'attention. Damien lui fit un geste sur le parking. Les gestes montrent de la confiance. En arrière-plan, d'autres motards riaient. Chaque petit détail montre ce qu'il sait déjà. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Il s'agit d'une tentative délibérée de l'humilier et de le dominer. Émilie, qui se trouve de l'autre côté de la table, le regarde avec intérêt. Elle voit la force dans ses yeux. Il grimaçait chaque fois que quelque chose l'intéressait. Au bout d'un moment, elle ne peut plus contrôler sa curiosité. « Qu'est-ce que tu cherches dans ces images, Emmanuel ? Tu sais déjà ce qui s'est passé. » Il la regarde sérieusement. « Je cherche les points faibles. Des informations qu'il ne connaissait peut-être pas ont été enregistrées. Les plaques de moto, les visages et tout ce qui peut me permettre de les retrouver. Chaque information est importante. » Émilie s'agenouille un peu et parle à voix basse. « Et qu'est-ce que tu veux en faire quand tu l'auras trouvé? » Emmanuel s'arrêta un instant. Il retint son souffle un moment avant de parler. « Je vais les utiliser pour m'assurer qu'ils en subissent les conséquences. Ça ne s'arrêtera pas là. » Elle marqua un temps d'arrêt, montrant qu'elle était inquiète par la force des mots d'Emmanuel. « Emmanuel, je vois que tu cherches la justice. Mais ne penses-tu pas qu'il y a une limite? Tu as déjà fait face à beaucoup de choses. Il vaudrait peut-être mieux en faire part aux responsables. » Emmanuel bougea la tête, la regardant attentivement. « Avec tout le respect que je vous dois, Émilie, vous ne comprenez pas. Ce genre de personne ne s'arrête que lorsque quelqu'un lui dit d'arrêter. J'ai passé de nombreuses années dans l'armée. Pendant cette période, j'ai rencontré des gens qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sans se soucier des conséquences. Si je n'interviens pas maintenant, ils passeront à autre chose. Peut-être avec quelqu'un d'autre qui n'aura pas l'occasion de se défendre. » Émilie pousse un soupir. Elle se rend compte qu'il ne pourra pas changer sa décision. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Emmanuel reposa sa mallette sur la table. Il croisa les bras et réfléchit. « La prochaine étape est de trouver où ils sont. Ils pensaient pouvoir me faire peur et disparaître. Mais ces images m'aident. Avec les visages et les signes que j'ai vus, je peux les trouver. Et quand je saurai où ils sont, je leur ferai ressentir ce que j'ai ressenti. » Émilie avait encore l'air de douter. Mais elle savait qu'Emmanuel ne décidait pas les choses à la hâte. Il était organisé et réfléchissait beaucoup. Tout montrait qu'il avait déjà planifié chaque détail avant de trouver l'idée. Après quelques minutes, Emmanuel se leva. Il prit sa mallette et se redressa. « Merci pour tout, Émilie. Tu as déjà fait beaucoup plus pour moi que je ne le pensais. Mais à partir de maintenant, il faut que je m'en occupe tout seul. » Elle s'est levée à son tour et lui a tenu le bras un instant. « Promets-moi d'être prudent, Emmanuel. Je ne veux pas qu'on m'appelle pour me dire qu'il t'est arrivé quelque chose. » Il sourit un peu. C'était un rare moment de joie au milieu de sa volonté. « Je suis quelqu'un qui fait attention aux choses. Je suis plus fort qu'il ne le pense. » Emmanuel s'assit à la table de la petite pièce qu'il avait louée pour un temps. La faible lumière de la lampe éclairait les photos, les cartes et les notes devant lui. Les preuves qu'ils avaient maintenant obtenues étaient un outil important pour eux. Chaque détail devient une partie nécessaire du puzzle. Il se rendit compte que la force seule ne suffisait pas pour vaincre Damien et son groupe. Il fallait de l'intelligence, de la patience et un très bon plan. Il se souvient parfaitement des visages des motards. Il passe des heures à revoir les vidéos de la boutique. Il s'est arrêté, à zoomer et à regarder toutes les parties où l'on voyait les attaquants. Les plaques d'immatriculation des motos étaient le premier indice clair dont on disposait. En utilisant les compétences qu'il avait acquises pendant de nombreuses années dans l'armée, il a commencé à rassembler les informations. Emmanuel prit le téléphone et appela un vieil ami de travail, le sergent Ramirez. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur des missions. Ramirez était loyal, réservé et surtout très doué pour trouver des informations que les autres pensaient ne pas pouvoir trouver. « Ramirez, j'ai besoin de ton aide », dit Emmanuel, la voix forte. Il parle rapidement de la situation. Il ne donna pas beaucoup de détails, mais il fit comprendre que c'était important. « J'ai des plaques de moto et j'ai besoin de trouver les propriétaires. Pouvez-vous faire cela pour moi? » À l'autre bout du fil, Ramirez s'esclaffe. « Emmanuel, tu ne demandes jamais d'aide pour les choses faciles, n'est-ce pas? Envoie-moi les informations. Je verrai ce que je peux faire. » Emmanuel envoya l'information immédiatement. En attendant, il regarda les cartes de l'endroit. Savais-tu que les groupes comme celui de Damien ne restaient pas dans une seule ville? Ils utilisaient des itinéraires plus courts, des lieux de rencontre éloignés et une liste d'amis pour ne pas attirer l'attention. Emmanuel comprenait aussi que, pour des hommes comme eux, il y avait des endroits qui avaient des règles. Ces endroits étaient sûrs, et les gens qui s'y trouvaient savaient qui ils étaient. Quelques heures plus tard, Ramirez rappela. « J'ai des trucs. Les plaques proviennent de personnes qui vivent dans les villes voisines.
3 d'entre elles portent le nom de personnes ayant des problèmes avec la justice. Agression, conduite dangereuse et refus d'obtempérer. Le genre de personne que l'on imagine. Emmanuel sourit, mais le sourire ne montrait pas la joie. Bon travail, Ramirez. Et le patron, vous voulez savoir pour Damien? C'est un peu plus difficile, dit Ramirez. Il utilise une adresse avec un nom qui n'est pas réel, mais les autorités ont déjà reçu des plaintes à son sujet. Vols de motos, déprédation, problèmes dans les établissements. Ce n'est pas un gros poisson, mais il croit régner sur l'océan. Emmanuel dit merci et raccrocha le téléphone. Il se sentait plus proche de son but. Il passa toute la nuit à trier les informations. Il fit un profil complet de chaque membre du groupe. Ces notes contenaient les noms, les adresses, les endroits où ils pouvaient se rencontrer, et même les moments où ils étaient susceptibles d'être seuls. L'esprit d'Emmanuel était très alerte. Il comprit qu'attaquer sans réfléchir serait une erreur. Il fallait être très précis. Il avait passé de nombreuses années dans l'armée. Il avait appris que la victoire n'était pas seulement une question de force. La victoire dépend aussi de la stratégie. Il décide de commencer par les cibles les plus simples. Ces cibles semblaient moins attentives et plus susceptibles de commettre des erreurs. Emmanuel a utilisé des données publiques pour trouver des réseaux sociaux, des indices sur Internet et même des liens entre les membres du groupe. Certains d'entre eux étaient tellement sûrs de ne pas être punis qu'ils ont laissé des indices très clairs. Ils ont posté des photos dans des bars, montré des motos qui n'étaient manifestement pas les leurs, et même défié ouvertement des personnalités importantes de la ville. Emmanuel a regardé chaque détail avec attention. À un moment donné, il a vu un message d'un motard appelé Roy. Il montrait une nouvelle moto et disait qu'il serait dans un bar spécial ce soir-là. C'était l'occasion rêvée. Emmanuel quitta son bureau avec l'idée bien en tête. Il s'habilla simplement mais utilement. De cette façon, il était prêt à faire face à n'importe quelle situation. Il n'était pas là pour déclencher une bagarre. Pas encore. Son but était de regarder autour de lui, de vérifier les informations et de faire comprendre qu'il n'avait pas disparu comme on aurait pu le croire. Emmanuel était accompagné de 5 soldats de confiance. Ce sont d'anciens collègues en uniforme qui sont venus à lui sans poser de questions. Ils savaient qui était Emmanuel. Il connaissait ses principes et sa volonté. S'il demandait de l'aide, c'est qu'il avait une vraie raison. Parmi eux, Ramirez avait le plus d'expérience. C'était un stratège qui avait combattu aux côtés d'Emmanuel dans des opérations à l'extérieur du pays. « Tout est prêt, lieutenant », dit Ramirez en portant l'appareil de communication à son oreille. « Les cibles ont été trouvées. Elles sont partout dans la propriété de Damien. 2 personnes sont dans le hangar. 3 autres sont près des motos. Ils boivent et rient, comme s'ils n'avaient pas de problème. » Emmanuel acquiesce en regardant dans l'obscurité. Il savait que ce serait une attaque rapide, silencieuse et certaine. L'intention n'était pas de tuer. L'intention était d'envoyer un message clair. Personne n'est à l'abri des conséquences de ses actes. L'équipe a marché silencieusement à travers les arbres. Chaque pas était conçu pour être silencieux et ne pas montrer qu'ils étaient là. Emmanuel était à la tête du groupe. Il pensait à la tâche à accomplir. En même temps, il se souvenait des choses difficiles qu'il avait vécues dans la cabane. Il sentait encore les cordes se resserrer autour de ses poignets. Il sentait le goût du sang dans sa bouche. Il entendait les rires qui semblaient si longs alors qu'il était battu. Ce souvenir était l'énergie qui animait chacun de ses gestes. Lorsqu'ils arrivèrent près de l'espace ouvert où Damien et les autres étaient rassemblés, Emmanuel leva la main. Il fit signe au groupe de s'arrêter. Ils se placèrent à des endroits importants de l'espace, formant un bouclier invisible. La clairière était peu éclairée à cause d'un feu de joie au milieu. Les flammes projetaient des ombres mouvantes sur les motos alignées et sur les gens qui se détendaient, buvaient et discutaient. Emmanuel leva son poing fermé et les soldats se tinrent prêts. Il regarda encore quelques secondes autour de lui. Il s'assura que toutes les cibles étaient visibles. Puis, d'un seul geste, il baissa la main. C'était le signal du départ. L'attaque commence sur le champ. 2 soldats se dirigent vers le hangar. Ils abattent les hommes qui s'y trouvent avant qu'ils ne puissent réagir. Un 3e soldat aide les motocyclistes à s'approcher des motos. Il leur assène des coups rapides et tranchants. La clairière, autrefois remplie de rires et de conversations, était maintenant silencieuse. Ce silence n'était coupé que par le bruit sourd des combats. Emmanuel se dirigea directement vers Damien. Il comprit que le patron était la véritable cible. Il fallait que cet homme réalise les conséquences de ses décisions plus que quiconque. Damien était assis sur un morceau de bois près du feu. Il tenait une bouteille de bière à la main. Il se leva lorsqu'il vit Emmanuel surgir de l'obscurité, les yeux écarquillés de surprise. « C'est toi ?» Damien s'écrie et fait un pas en arrière. L'assurance qu'il a d'habitude
Il ne l'a plus. Elle a été remplacée par une peur que l'on peut ressentir. « Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit ?» Emmanuel ne répondit pas tout de suite. Il s'avança vers Damien d'un pas tranquille et effrayant. Sa taille et sa forte présence projetaient une grande ombre dans la lumière du feu. « Tu croyais que c'était fini ?» dit-il à la fin, la voix basse mais pleine de force. « Tu pensais que tu pouvais me battre et me faire sentir mal et que je continuerais à vivre normalement ?» Damien tente d'améliorer sa situation. Il pointe du doigt Emmanuel. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai des gens et des relations. Tu vas te sentir mal à l'aise. » Avant qu'il n'ait pu finir de parler, Emmanuel était sur lui. Emmanuel attrapa ses vêtements par le cou et le plaqua contre un arbre. « Je ne me sens mal pour rien, » dit-il en regardant Damien dans les yeux. « Mais tu te sentiras mal pour ça. Je ferai en sorte que ça arrive. » Les autres motards se tiennent ensemble au milieu de la clairière. Leurs mains étaient attachées avec les mêmes cordes qu'ils avaient utilisées pour attacher Emmanuel il y a quelques semaines. Ils avaient peur. Leurs yeux se déplaçaient rapidement entre Emmanuel et les soldats. Aucun d'entre eux ne montrait la même arrogance qu'auparavant. Damien, qui était toujours attaché à l'arbre, commença à crier. Emmanuel le fit taire d'un coup de poing dans l'estomac. « Voilà ce qui arrive quand on dépasse les bornes, » dit Emmanuel en regardant le groupe. « Vous pensiez que vous pouviez effrayer n'importe qui et que vous n'auriez pas d'ennui pour cela. Les voilà. Vous pensez que vous êtes forts ensemble. Mais maintenant vous êtes sans défense, tout comme je l'étais cette nuit-là. » Ramirez et les autres soldats entament la dernière partie du plan. Ils ordonnent aux motocyclistes de s'enfoncer dans la forêt, loin de la route principale. Là, ils se sont tous mis à genoux. Emmanuel les regarda un moment. Il laissa le silence s'installer autour d'eux. « Je ne suis pas comme vous, » dit-il d'une voix forte. « Je ne tue pas parce que je pense que c'est amusant. Je n'utilise pas la violence pour montrer que je suis fort. Je vais faire en sorte que tu te souviennes de cette nuit pour toujours. » Puis il a fait un signe. Les soldats ont utilisé des matraques pour frapper les hommes jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Ce n'était pas un moment de colère, mais de contrôle. Chaque coup de poing était planifié. Chaque mouvement avait une raison. Lorsqu'ils eurent terminé, les corps des motocyclistes furent jetés sur l'air ouverte. Ils respiraient encore, mais ils ne pouvaient plus bouger. Emmanuel s'approcha à nouveau de Damien. Il s'agenouilla à côté de lui. « La prochaine fois que tu voudras faire peur à quelqu'un, pense à moi, » dit-il. « N'oublie pas qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort, de plus intelligent et de mieux préparé que toi. » Emmanuel et ses soldats disparurent alors dans l'obscurité des bois, laissant les motards derrière eux. Lorsque Damien et les autres se réveillèrent, il n'y avait que le silence dans la nuit. Ils portaient les marques de la leçon apprise et le poids d'une vengeance bien accomplie. Damien se lève lentement. Son corps lui faisait mal et il avait la tête qui tournait, comme si un camion l'avait percuté. L'obscurité de la forêt autour de lui semblait plus forte qu'avant. Chaque bruit devient plus fort à cause du silence pesant. Il ferma et ouvrit les yeux plusieurs fois. Il essayait de mieux voir en sentant le froid et l'humidité de la terre sur sa peau. Ses bras et ses jambes étaient très lourds. Chaque fois qu'il bougeait, il ressentait une nouvelle douleur. Il fermait la bouche de colère et de frustration. Les autres motards autour de lui ont également commencé à bouger. Ils ont fait des bruits en réalisant ce qui se passait à nouveau. Une odeur de terre humide et de sueur emplit la pièce. Elle se mêlait au bruit des feuilles qui se balançaient doucement dans le vent. L'espace ouvert dans lequel ils se trouvaient leur rappelait douloureusement la honte qu'ils venaient de vivre. Pour Damien, il ne s'agit pas seulement d'une douleur corporelle. C'était le sentiment d'avoir perdu à sa place, devant ses camarades. Il voit ses amis. Chacun d'entre eux était dans une situation pire que l'autre. Roy se tenait soigneusement les côtes, comme si elles allaient se briser à tout moment. L'autre avait le visage plein de sang et l'air inerte. Damien essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient. Il dut s'appuyer sur un arbre proche. Il respire difficilement. Chaque fois qu'il inspirait, la colère montait dans sa poitrine. L'humiliation lui fait trop mal, et il comprend qu'il ne peut pas se laisser faire. « Comment est-ce possible ?» dit Roy, la voix faible et pleine de peur. « Comment un seul homme a-t-il pu nous démanteler de la sorte ?» Damien se retourna rapidement. Il souffrait, mais sa voix était aussi forte qu'un couteau. Il était accompagné. Il était avec d'autres personnes. Mais ça n'a plus d'importance. Il crache par terre, le goût métallique du sang encore dans la bouche. Ce qui compte, c'est qu'il pense pouvoir s'en sortir. Il pense qu'il peut s'en prendre à moi et s'en tirer. Les autres hommes restèrent silencieux, évitant le regard de Damien. Il était connu pour sa fureur, et à cet instant, il était sur le point d'exploser. Chaque fibre de son corps réclamait vengeance, et il n'était pas du genre à laisser un affront sans réponse. Damien ne voulait pas seulement riposter, il voulait détruire Emmanuel complètement. « Ce type ne sait pas à qui il a affaire, » continua Damien,
sa voix devenant plus basse mais pleine de venin. « Il est peut-être fort, il a peut-être des amis, mais ça ne veut rien dire. Il s'est trompé d'homme. » Damien commença à marcher dans la clairière, ignorant la douleur qui irradiait chaque partie de son corps. Il avait la tête pleine d'idées, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Il savait qu'Emmanuel avait quelque chose qui pouvait être utilisé contre lui. Tout le monde l'avait, et il était déterminé à trouver la faiblesse de cet homme. « J'ai besoin que vous vous leviez et que vous agissiez comme des hommes, » dit-il en lançant un regard à ses amis. « Arrêtez de vous plaindre et de pleurer. Nous devons faire un travail. » Roy a essayé de se plaindre. « Damien, tu as vu ce qu'il nous a fait. Je ne pense pas qu'il faille. » Avant qu'il ne puisse terminer, Damien s'approcha et l'attrapa par le col. Il le souleva avec une force qui semblait incroyable, tant il était faible. « Tu ne penses pas quoi, Roy? Que répondre? Pourquoi devrions-nous laisser cette personne se croire meilleure que nous? » Il donna une poussée à Roy et le fit tomber en arrière. « Si l'un d'entre vous pense que c'est fini, vous pouvez partir maintenant. Je l'aurai. Je vais l'achever. » Les autres motards restèrent silencieux. Ils ont peur de la force de Damien. Ils ont compris qu'il ne faisait pas que parler. Damien était un homme qui tenait ses promesses. Peu importe le prix à payer. Tandis que le groupe se replie lentement, Damien commence à élaborer son plan. Il se rendit compte qu'il devait être malin cette fois-ci. Emmanuel avait montré qu'il n'était pas seulement quelqu'un que l'on pouvait battre facilement. C'était un adversaire dangereux. C'est pourquoi il avait besoin d'un nouveau plan d'action. Damien ne pouvait pas le combattre de front, du moins pas maintenant, mais il pouvait attaquer d'une autre manière, plus intime. « Vous pensez qu'il est si fort parce qu'il est entraîné, parce qu'il est militaire ?» dit Damien en regardant le groupe. « Mais tout le monde a une faiblesse, et je vais trouver la sienne. » Il commença à se souvenir de chaque mot qu'Emmanuel avait prononcé, de chaque détail qu'il avait laissé échapper lors de l'affrontement. Damien était arrogant, mais il n'était pas stupide. Il savait qu'Emmanuel n'était pas un homme ordinaire, mais quelqu'un qui avait une vie au-delà de cette bataille. Et c'est là que Damien avait l'intention de frapper. « Je vais découvrir qui il est, » dit-il, presque pour lui-même, tandis que son esprit travaillait. « Je vais découvrir où il vit, qui il aime, et ce qui est important pour lui. Je vais mettre fin à tout ça. » Sous le regard des autres motards, Damien se dirige vers les motos arrêtées près de la clairière. Son corps est meurtri, mais sa volonté de continuer est plus forte. Il se rendait compte que la vengeance ne serait ni rapide ni facile, mais il était prêt à attendre. Emmanuel avait défié Damien comme personne ne l'avait fait auparavant. Damien n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas repris le contrôle. Lorsqu'il est monté sur la moto, il a regardé les hommes qui se levaient encore. « Vous avez jusqu'à demain pour vous réveiller et venir avec moi. Celui qui n'est pas de mon côté est de l'autre côté. Et vous savez ce qui arrive à ceux qui me trompent. » De l'autre côté de la ville, dans une rue déserte, Damien se tenait près de sa moto. Son visage montre la colère qu'il ressent depuis l'attaque dans la forêt. Il tient un téléphone portable et fixe l'écran avec la même attention qu'un animal qui guette sa nourriture. Devant lui, deux de ses hommes, Roy et Eddie, attendent les ordres. Tous deux portaient encore les marques de la bagarre avec Emmanuel. « J'ai eu ce que je voulais, » dit Damien d'une voix méchante et froide. Il brandit son téléphone portable et montre une photo d'Emmanuel avec Juliette et Hélène. C'est sa faiblesse. Une famille est un groupe de personnes qui vivent ensemble. Elle est généralement composée de parents et d'enfants. Dans certaines familles, il y a aussi les grands-parents, les tantes, les oncles et les cousins. Les familles s'entraident et partagent les moments heureux et tristes. C'est un endroit où les gens se sentent aimés et pris en charge. S'il veut se montrer comme un héros, voyons comment il se comporte quand on lui enlève sa chose préférée. Roy s'arrêta un instant. Son regard montrait qu'il avait encore un petit doute. « Damien, tu es sûr de toi? Toucher à la famille de quelqu'un comme lui pouvait être risqué. » Damien se retourna rapidement. Son visage devient sérieux. « Roy, tu as peur, après tout ce qu'il nous a fait? Il ne s'agit pas seulement de se venger. Il s'agit de lui montrer qui est le patron. Quand il saura que nous avons sa femme et sa fille, il fera tout ce qu'on lui demande. » Le doute de Roy s'est vite dissipé grâce à la force de Damien. Il a compris que demander au patron était une erreur qu'on ne commettait pas deux fois. Le plan mis en place, Damien et ses compagnons se préparent à passer à l'action. Ils ont accompagné Juliette et Hélène les jours précédents. Ils ont observé leur comportement et noté tout ce qu'ils ont vu. Damien n'est pas seulement violent, il réfléchit longuement avant d'agir. Il voulait que le plan soit parfait. Cette nuit-là, alors que la maison d'Emmanuel était calme et silencieuse, Damien et ses hommes sont passés à l'action. Ils portaient des masques pour cacher leur visage. Ils sont entrés par la porte de derrière. La porte était ouverte car quelqu'un avait oublié de la fermer à clé. Juliette est dans la cuisine.
Elle entend des pas derrière elle et se retourne. Elle voit Damien avec un pistolet. Son cri est entendu dans la maison, mais il est vite étouffé lorsqu'il l'attrape par le bras et lui couvre la bouche. « Tais-toi, ma chérie !» dit Damien en souriant cruellement. « Tu ne veux pas laisser ta fille dans la peur, n'est-ce pas ?» Juliette tente de se débattre, mais il la tient facilement. À ce moment-là, Hélène se précipite dans la cuisine avec son jouet préféré. En voyant sa mère tenue par des inconnus, elle s'est arrêtée, les yeux écarquillés par la peur. Maman, sa voix tremblait. Damien regarde Hélène, et pendant un instant, son sourire est incertain. Il s'est vite repris et a fait un geste vers l'un des hommes. « Prends la fille !» Eddie marche rapidement en tenant Hélène. Elle se met à pleurer et à réclamer son père. Juliette fait un effort, mais elle n'y arrive pas. Damien s'est approché d'elle avec un regard froid. « Si tu m'aides, personne ne sera blessé. Mais si tu joues les héroïnes, je te garantis que tu le regretteras. » On les a fait sortir de la maison, puis on les a fait monter dans une camionnette noire qui attendait dans la rue. Hélène pleurait toujours. Juliette s'efforce de la calmer. Elle lui dit des choses gentilles, même si son cœur bat vite de peur. La camionnette partit rapidement et disparut dans l'obscurité. Quelques heures plus tard, Emmanuel rentra chez lui. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas dès qu'il entra. La porte arrière était ouverte. Les lumières de la cuisine étaient encore allumées. « Juliette ?» il cria. Sa voix résonna dans la maison sans personne. « Hélène ?» Comme il n'y avait pas de réponse, la peur commença à l'envahir. Il fouilla tous les recoins de la maison, mais l'endroit était vide. Ce n'est qu'en arrivant dans le salon qu'il vit quelque chose qui l'effraya. Une enveloppe était posée sur la table. Il l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Les mots étaient écrits en grosses lettres et semblaient inquiétants. « Nous sommes avec votre femme et votre fille. Si vous voulez les revoir, suivez nos instructions à la lettre. Quittez l'armée, alors attendez notre prochaine conversation. » Emmanuel tenait fermement le papier. Il était en colère et se sentait désespéré. Il savait que Damien était impliqué dans cette affaire. Il n'avait aucun doute à ce sujet. Le seul doute était de savoir comment il allait résoudre le problème. L'espace d'un instant, il réalisa la lourdeur de la situation. Juliette et Hélène étaient toutes pour lui. Elles étaient comme un soutien au milieu de la confusion du monde. Il n'était pas envisageable de les perdre. Emmanuel savait qu'agir vite pouvait être fatal. Il prit une grande inspiration, essayant de se contrôler. Il devait trouver un moyen de sauver sa famille sans céder aux exigences de Damien. Il savait qu'abandonner l'armée ne suffirait pas. Damien voulait le détruire complètement. Emmanuel remit le mot dans l'enveloppe, regardant par la fenêtre dans l'obscurité. Il s'engagea à retrouver Juliette et Hélène, coûte que coûte. Quand cela arrivera, Damien et ses hommes comprendront ce qu'est la vengeance. Pour Emmanuel, l'armée était plus qu'une carrière. Elle faisait partie de son identité et le façonnait. Répondre à cette demande serait plus que renoncer à un travail. Ce serait renoncer à une partie de lui-même. Le choix est brutalement facile. Juliette et Hélène étaient sa motivation. Il savait que s'il leur arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait jamais. Ce n'est pas une décision, c'était un sacrifice nécessaire. Le lendemain matin, Emmanuel se réveilla tôt, le visage marqué par l'insomnie. Il se vit dans le miroir de la salle de bain, reflétant un homme fatigué mais résolu. Il n'était plus le soldat confiant et imbattable d'il y a quelques semaines. C'était un homme dévasté, mais déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour sauver sa famille. Muni de la note, il se dirigea vers la base militaire. Le trajet semble interminable, chaque kilomètre étant rempli de souvenirs de l'armée. L'entraînement difficile, les missions risquées, les amis qui sont devenus des frères. La pression de la décision était intense, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre option. Il ne pouvait pas défendre sa famille tant qu'il était coincé dans sa position. Pour les vaincre, il devait se libérer des contraintes qu'ils avaient l'intention d'utiliser. En arrivant à la base, Emmanuel se rendit au bureau du colonel Davis. Le colonel, un homme d'âge moyen au regard perçant et à la posture rigide, fut surpris de voir Emmanuel. « Lieutenant, pourquoi êtes-vous ici si tôt? Je pensais que vous étiez en congé. » Emmanuel hésite, mais tend l'enveloppe contenant sa lettre de démission. « Colonel, je quitte l'armée, bien sûr. Tout de suite. » Le silence qui suivit fut intense. Davis ouvrit l'enveloppe et lut attentivement les mots. Il regarda Emmanuel, montrant de la confusion et de l'inquiétude. « Lieutenant, ce n'est pas logique. Tu es l'un de nos meilleurs. Pourquoi cette décision soudaine? » Emmanuel savait qu'il ne devait pas dire toute la vérité. Il devait protéger Juliette et Hélène, et parler de l'enlèvement au colonel pourrait compliquer les choses. « C'est quelque chose de personnel, monsieur, » dit-il fermement. « Ma famille a plus que jamais besoin de moi. Je ne peux pas rester ici. » Davis regarda Emmanuel pendant un long moment,
comme s'il voulait voir au-delà de lui. Tu comprends ce que tu laisses derrière toi, n'est-ce pas? Votre carrière, votre avenir, tout cela? Je comprends, monsieur, répondit Emmanuel, la voix lourde, et j'en accepte les conséquences. Le colonel soupira et hocha lentement la tête. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer Emmanuel à rester. Très bien, lieutenant, mais je veux que vous sachiez que vous aurez toujours une place ici, si vous décidez de revenir. Emmanuel le remercia d'un léger signe de tête, la gorge serrée par l'émotion qu'il s'efforçait de contenir. Il serra la main de Davis, un adieu silencieux qui semblait définitif. En quittant la base, Emmanuel ressentit un vide profond. Il avait perdu une partie de lui-même à ce moment-là, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. L'armée avait de la valeur, mais la famille était tout. Il était sûr que Damien attendait une reddition symbolique, un signe qu'Emmanuel était sous son contrôle. Damien a ignoré le fait qu'Emmanuel se battait encore. Il a juste changé de stratégie. Cette nuit-là, en attendant Damien, Emmanuel commença à planifier. Emmanuel savait que Damien pensait avoir le contrôle, mais il possédait quelque chose que Damien ne comprenait pas, la capacité d'improviser et de transformer la faiblesse en force. Il utiliserait toutes ses ressources restantes et son expérience militaire pour renverser la situation. Le téléphone sonne à l'aube. La voix de Damien au téléphone était triomphante. « Bonne décision, Emmanuel. Je suis content que tu aies compris comment tout va se passer. » Emmanuel respire profondément et parle calmement. « J'ai répondu à ta demande. Où sont Juliette et Hélène? » Damien rit froidement, faisant bouillir le sang d'Emmanuel. « Pas encore. Ce n'est qu'un début. J'attends vos instructions. Tenter quelque chose de stupide peut avoir des conséquences. » Emmanuel ferma les yeux, le corps tendu par la colère. « Si tu fais du mal à ma famille, Damien, ce sera la dernière chose que tu feras. » La connexion fut coupée avant qu'il n'entende une réponse. Emmanuel laissa le téléphone sur la table, ses mains tremblant de frustration. Emmanuel quitte son poste militaire et accueille sa famille en toute sécurité. Damien croyait avoir gagné, mais quelques jours plus tard, il eut une surprise dans la soirée. « C'est la maison de Damien », murmura Emmanuel, en indiquant le bâtiment de 2 étages qui se trouve devant lui. La maison était grande et imposante, avec des lumières allumées à presque toutes les fenêtres. Une musique forte jouait en arrière-plan, étouffée par les murs, mais audible dans le silence de la nuit. Il fait la fête. Il croit qu'il a gagné. Prouvons que ce n'est pas le cas. Et Emmanuel n'eut pas besoin d'en dire plus. Les hommes approuvèrent, prêts à agir. Ils savaient quoi faire. Des années d'entraînement ensemble avaient créé une synchronisation presque parfaite. Le groupe forma des paires et se déplaça en silence autour de la maison. Emmanuel commandait la progression, analysant chaque aspect du plan. Il savait que Damien et sa famille étaient présents, mais il ne s'attaquerait pas à des innocents sans raison. Le but n'était pas de blesser, mais de faire passer un message que Damien n'oublierait jamais. Pendant que les autres couvraient les sorties, s'assurant que personne ne s'échappait sans la permission d'Emmanuel, il se dirigea vers le garage. Il trouva 2 voitures garées, symbole de l'arrogance et du pouvoir que Damien pensait avoir. Emmanuel ouvrit le réservoir d'essence d'un des véhicules et y versa un liquide inflammable qu'il avait apporté. Il avait compris que le feu symbolisait la destruction et était un avertissement. Quand tout fut prêt, Emmanuel donna le signal. L'un de ses hommes lança un cocktail Molotov sur une fenêtre du rez-de-chaussée. Le verre se brisa et une explosion de flammes illumina la nuit. Un autre cocktail fut lancé et frappa le côté de la maison. Le feu se propagea rapidement, alimenté par le matériel inflammable qu'Emmanuel et son équipe avaient positionné. Des cris éclatèrent dans la maison. Emmanuel écouta la confusion de Damien et de ses invités, essayant de comprendre la situation. Les portes s'ouvrirent et les gens sortirent en courant, certains toussant à cause de la fumée. Il resta caché dans l'obscurité, observant tout avec attention. Damien émergea enfin, le visage déformé par la colère et la peur. Il est habillé de façon décontractée, visiblement surpris par la situation. Voyant le feu détruire sa maison, il cria quelque chose qu'Emmanuel ne comprit pas, mais qui ressemblait à un serment de vengeance. « Ce n'est que le début, Damien », dit Emmanuel avec un calme troublant. Il n'éprouvait aucun plaisir à détruire, mais il savait que c'était nécessaire. Damien devait comprendre que ses actions avaient des conséquences et qu'Emmanuel ne pouvait pas être sous-estimé. Les invités s'installèrent sur la pelouse et assistèrent, impuissants, à l'incendie de la maison. Emmanuel savait que les pompiers prendraient leur temps, même si certains criaient au secours. Le but n'était pas de détruire la maison, mais de faire des dégâts pour impacter Damien et faire passer un message clair. Damien, lui, ne se contente pas de regarder. Il a couru dans la forêt
comme s'il cherchait Emmanuel. C'était un acte impulsif, et Emmanuel s'en rendit compte. Il se déplaça discrètement pour l'intercepter, sortant de l'ombre comme une image des cauchemars de Damien. « Vous me cherchez ?» demanda Emmanuel d'une voix basse et menaçante. Damien s'arrêta, surpris de voir Emmanuel. Il semblait paralysé, incapable de comprendre ce qui se passait. La colère l'envahit, et il s'écrie « Tu crois que ça m'arrête, salaud? Tu as fait la pire erreur de ta vie !» Emmanuel resta ferme. Il attendit que Damien s'approche pour l'assommer d'un coup précis. Damien tomba, toussant et essayant de se relever. Mais Emmanuel le maintint au sol avec un genou dans la poitrine. « C'est pour Juliette et Hélène !» dit Emmanuel d'une voix ferme. « Tu pensais pouvoir t'immiscer dans ma famille et t'en tirer comme ça ?» Damien tenta de se lever, mais Emmanuel le maintint fermement au sol. La maison n'était qu'un signe. « Si tu t'approches encore de ma famille, je ne te donnerai plus d'avertissement. »« Oui, c'est entendu. » Damien, malgré sa colère, remarqua le sérieux dans les yeux d'Emmanuel. La peur qui se lisait sur son visage fit comprendre à Emmanuel que le message avait été reçu, même sans réponse. Il relâcha Damien et se leva, tandis que l'homme restait au sol, fatigué et vaincu. Emmanuel se retourna et disparut dans l'obscurité, accompagné de ses hommes. Ils quittèrent la forêt aussi silencieusement qu'ils y étaient entrés, tandis que la maison de Damien brûlait au loin. Emmanuel savait que la guerre n'avait pas de fin en vue, mais cette nuit-là, il fit un pas important. Il a montré à Damien qu'il n'était pas facile à abattre et qu'il ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'il aime. Le lendemain, alors qu'Emmanuel revoyait les étapes de son plan, le téléphone sonna. Il hésite avant de répondre à ce numéro inconnu. La voix était celle d'Émilie, la femme qu'il avait sauvée quelques semaines auparavant. Elle avait l'air anxieuse et respirait rapidement. « Emmanuel, tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-elle, inquiète. Emmanuel grimaça. « Non. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Damien !» dit Émilie, après une pause. « Il parle à la police. Il dit que vous avez mis le feu à sa maison. » Emmanuel se tait, sentant la tension parcourir son corps. Il savait que Damien le ferait, mais il était persuadé que l'homme n'aurait aucune preuve pour l'incriminer. Il préparait minutieusement chaque geste, s'assurant de ne pas laisser de traces. « Il n'a rien, » dit Emmanuel, essayant de calmer Émilie, et lui-même. « Il triche. Il essaye de m'intimider, mais il ne pourra rien prouver. » Émilie hésita, et Emmanuel réalisa quelque chose d'autre. « Ce n'est pas que ça, » dit-elle. « Il y a un homme, un voisin de Damien. Il dit avoir vu quelqu'un la nuit de l'incendie. Il vous a décrit. » Emmanuel. La nouvelle prit Emmanuel par surprise. Il ferma les yeux un instant, essayant de comprendre l'information. Il était prudent, se déplaçant dans l'ombre et évitant d'être vu. Comment quelqu'un pouvait-il faire son portrait? « Qui est-ce » demanda Emmanuel, la voix plus ferme. « Je ne connais pas son nom, » dit Émilie. « Il est allé au commissariat ce matin. Je l'ai vu à la télé. Il a raconté avoir vu un grand homme noir, vêtu d'une veste sombre, entrer dans la propriété de Damien la nuit de l'incendie. Il a parlé de vêtements militaires. » Emmanuel a ressenti l'impact des mots d'Émilie comme un poids. La description était imprécise, mais elle éveillait les soupçons. Il savait que Damien s'en servirait contre lui, exploitant le témoignage pour tenter de le déstabiliser. « Merci pour l'avertissement, Émilie, » dit-il en essayant de se contrôler. « Je vais me débrouiller. » Après avoir raccroché le téléphone, Emmanuel resta silencieux pendant quelques minutes, l'esprit en ébullition. Il savait qu'il devait agir rapidement. Damien avait un témoin et le soutien des autorités locales qui croyaient probablement un homme qui avait perdu sa maison dans un incendie. Emmanuel se mit à rassembler des informations. Il devait savoir qui était le témoin et quelle était son implication avec Damien. Que l'homme soit un simple voisin craintif ou une personne positionnée par Damien pour créer une histoire, cela changeait tout. Emmanuel, grâce à ses contacts dans l'armée, identifia Lucas, un mécanicien à la retraite qui vivait près de la propriété de Damien. Les informations sur Lucas étaient basiques. Il semblait être un citoyen ordinaire, sans casier judiciaire ni lien évident avec Damien. Emmanuel savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Il décida de confronter Lucas, non pas pour le menacer, mais pour comprendre ses motivations et voir s'il mentait. Ce soir-là, Emmanuel se rendit chez Lucas et s'arrêta à bonne distance. La maison était petite et simple, avec des lumières allumées à l'intérieur. Il passa quelques minutes à observer le mouvement avant de s'approcher. Lorsqu'il frappa à la porte, c'est un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et à l'air fatigué qui lui répondit. « Lucas » demanda Emmanuel d'une voix douce et calme. L'homme hésita, analysant Emmanuel avec attention. « Oui, qui êtes-vous »« Je m'appelle Emmanuel » dit-il objectivement. « Je suis l'homme que vous avez dénoncé à la police. »
Je suis venu ici pour comprendre pourquoi vous avez fait ça. Lucas est surpris, mais se méfie de l'honnêteté d'Emmanuel. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il en essayant de fermer la porte. Emmanuel tint le bois fermement, sans le forcer. S'il vous plaît, dit-il en regardant Lucas, je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je ne souhaite que la vérité. Tu m'as repéré cette nuit-là? Lucas hésite, regarde le sol avant de répondre. J'ai vu quelqu'un, avoue-t-il. Je ne sais pas si c'était toi, mais j'ai vu quelqu'un entrer dans la propriété de Damien. Puis la maison a pris feu. Emmanuel inspira profondément, ressentant à la fois du soulagement et de la frustration. La déclaration de Lucas n'était pas aussi claire que Damien l'aurait souhaité, mais elle restait risquée. Il savait que si Lucas était pressé, il pourrait croire qu'il était certain de l'identité d'Emmanuel. « Lucas, » dit Emmanuel, la voix ferme mais calme, « tu ne me connais pas, et tu ne connais pas Damien du tout. Ce n'est pas un homme de confiance. Vous êtes manipulé, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives. Réfléchis encore avant de confirmer quoi que ce soit. » Lucas ne répondit pas immédiatement, mais Emmanuel pouvait lire le doute dans ses yeux. Il savait qu'il avait semé l'incertitude chez cet homme, et cela pourrait suffire. En quittant la maison, Emmanuel réalisa que le poids de la situation avait augmenté. Damien avait bien joué ses cartes, mais Emmanuel n'allait pas se laisser abattre facilement. Il savait qu'il devait agir rapidement pour neutraliser la menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Quelques jours plus tard, le procès tant attendu eut lieu. La salle d'audience était bondée ce matin-là. Les chaises étaient remplies de visages curieux, impatients de suivre une affaire qui avait attiré l'attention de la ville. Emmanuel, sérieux et le regard ferme, était au centre du drame, assis à la table de la défense. Il sait que ce jour peut changer sa vie. Malgré la tension, il gardait la posture d'un homme intrépide, même face à l'adversité. De l'autre côté de la salle, Damien est assis avec son équipe d'avocats. Son expression reflète la satisfaction et la revanche, comme s'il avait déjà goûté à la victoire. Il portait une chemise blanche, essayant d'avoir l'air d'une victime innocente. Emmanuel connaissait la vérité. Derrière le déguisement se cachait un homme qui avait tout manipulé pour l'incriminer. Le juge entra, et tout le monde se leva. L'huissier demanda le silence avant de commencer la procédure. Emmanuel respire profondément, conscient qu'il doit maîtriser ses émotions. Il ne pouvait pas donner à Damien le plaisir de le voir succomber. L'accusation fut la première à présenter son dossier. L'avocat de Damien décrivit Emmanuel comme un homme dangereux et vengeur qui avait mis le feu à la maison de Damien en guise de représailles. Il a montré des photos de la propriété endommagée et a présenté Lucas comme le témoin principal. Lucas, lorsqu'il s'est présenté à la barre des témoins, semblait nerveux. Mais sa déclaration a eu un impact. « J'ai vu quelqu'un cette nuit-là », dit Lucas, sans regarder Emmanuel. Il était grand, avait la peau noire et portait une veste d'allure militaire. Et il ressemblait à cet homme. Il désigne Emmanuel, malgré l'hésitation dans sa voix. L'avocat de Damien exploite l'incertitude de Lucas. Vous affirmez que cet homme, Emmanuel, est celui que vous avez vu sur la propriété de Damien la nuit de l'incendie? Lucas hésite, mais finit par accepter. Oui, je pense que c'est le cas. Emmanuel se sentait frustré. Il savait que Lucas était manipulé, mais la salle était pleine de gens qui ne connaissaient pas Damien comme lui. Pour eux, cela ressemblait à une preuve. Pour la défense, l'avocat d'Emmanuel a essayé de déconstruire le témoignage de Lucas, en soulignant le manque de clarté et les incohérences de sa déclaration. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve matérielle reliant Emmanuel à l'incendie. Ce que nous avons, c'est une accusation basée sur des suppositions, a déclaré l'avocat avec fermeté. Rien de plus. Emmanuel fut appelé à la barre. Il monta à la barre des témoins, réalisant que tout le monde le regardait. Il savait qu'il devait être persuasif. En plus de raconter sa version de l'histoire, il devait démontrer son innocence afin de convaincre tout le monde dans la salle. « Monsieur Emmanuel » demanda l'avocat. « Avez-vous mis le feu à la maison de Damien ?»« Non » répond Emmanuel d'une voix ferme. « Je n'ai pas fait ça. Étiez-vous chez Damien la nuit de l'incendie ?» Emmanuel marqua une pause, réfléchissant à ce qu'il allait dire. Il savait qu'il ne pouvait pas mentir. « J'étais très proche de la zone. Je ne suis pas entré dans la propriété et je n'ai pas provoqué l'incendie. » Le procureur profite de l'occasion. « Confirmez-vous que vous étiez près de la maison de Damien cette nuit-là? N'est-ce pas une curieuse coïncidence? » Emmanuel s'incline en regardant l'avocat. « J'y suis allé parce que je savais que Damien menaçait ma famille. Je n'étais pas là pour détruire. J'étais là pour défendre ceux que j'aime. » Les mots d'Emmanuel résonnèrent dans la salle, générant des murmures dans l'assistance. Il savait qu'il devait continuer, saisissant l'opportunité. « Damien a kidnappé ma femme et ma fille, » poursuit-il. Ému. « Il a menacé ma famille pour que je quitte l'armée. Je voulais protéger ma famille.
pas la détruire. Le juge demande le silence, mais les mots d'Emmanuel sont percutants. L'accusation n'a pas reculé. « Monsieur Emmanuel, ces accusations sont graves », a déclaré l'avocat de Damien. « Avez-vous des preuves ?» Emmanuel sentit une boule dans sa gorge. Il savait qu'il ne pouvait pas prouver ses allégations. Les enregistrements montraient le début de la bagarre avec Damien, mais ils n'enregistraient pas l'enlèvement de Juliette et d'Hélène. Il ne peut pas dévoiler les détails de son opération de traque de Damien sans mettre en péril ses alliés. Il est pris au piège dans un jeu où Damien gagne. Après des heures de témoignage, le juge passe à la délibération. L'attente est cruelle. Emmanuel était assis, les mains jointes sur la table, tandis que Damien affichait un sourire satisfait. Lorsqu'il revint, le juge réduisit la salle au silence complet. « Après avoir analysé les preuves et les témoignages, » dit le juge d'un ton grave, « je conclus que les accusations portées contre Emmanuel méritent une condamnation. Emmanuel sera condamné à 7 ans de prison pour incendie criminel, sur la base du témoignage de Lucas et de l'absence de preuves contraires. » Ces mots ont pesé lourd sur Emmanuel. Il sent son monde s'écrouler, mais se reprend vite. Damien, à l'autre bout de la salle, sourit triomphalement, satisfait d'avoir atteint son but. En prison, Emmanuel était silencieux les premiers jours. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais il n'était pas facile à ignorer. Sa taille et son physique faisaient que les détenus le regardaient avec méfiance. Il savait que dans un endroit comme celui-ci, le respect et la force étaient les échanges les plus précieux. Il ne cherchait pas le conflit, mais il était prêt à se battre si nécessaire. Alors qu'il s'adaptait à la routine de la prison, son esprit restait actif. Il sait que Damien croit avoir gagné et l'a neutralisé. L'erreur de Damien avait été de le sous-estimer. Emmanuel n'avait pas besoin de liberté. Il avait besoin d'un plan, et il savait comment le démarrer. En quelques minutes au téléphone, Emmanuel contacta Ramirez, le sergent qui l'avait aidé plus tôt. L'appel fut court et précis, comme toujours. « Ramirez, j'ai encore besoin de vous », demanda Emmanuel, la voix basse et ferme. « Vous et les autres devez continuer le travail que j'ai commencé. Damien est toujours absent et doit assumer ses actes. » Ramirez n'a pas posé de questions. Il se contente de dire « Compris, lieutenant, nous nous en occuperons ». Emmanuel faisait confiance à Ramirez et aux soldats qui se battaient avec lui. Ils étaient plus que des alliés. Ils étaient des frères, des hommes qui avaient affronté la mort ensemble et qui connaissaient la valeur de la loyauté. Pendant son emprisonnement, il serait ses yeux, ses oreilles et, si nécessaire, ses mains. Emmanuel continua. Il commença à observer le système autour de lui, cherchant à tirer profit de l'environnement carcéral. Il observa les gardiens, les horaires des patrouilles et les détenus influents. C'était un stratège talentueux, et chaque détail, aussi petit soit-il, pouvait être précieux. Un jour, pendant la récréation, Emmanuel s'approcha d'un groupe de détenus qui dominaient les autres. Le leader était Marcos, un ancien trafiquant de drogue doté d'une intelligence vive et d'une capacité à manipuler les gens. Emmanuel savait que pour avancer dans sa mission, il avait besoin d'alliés. « Êtes-vous Emmanuel » demanda Marcos curieux, en allumant une cigarette. « L'homme arrêté pour avoir brûlé la maison de Damien. » Emmanuel acquiesça, mais attendit silencieusement que l'homme continue. « Ils ont dit que Damien t'avait amené ici » commenta Marcos en expirant la fumée. « Qu'as-tu fait pour lui » Emmanuel fixa Marcos avant de répondre. « Il a enlevé ma famille. J'ai fait ce qu'il fallait pour faire passer le message. » Marcos sourit, surpris par la sincérité d'Emmanuel. « Tu as vraiment du courage. Ici, le courage ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Des données, » dit Emmanuel sans hésiter. « Je veux tout savoir sur Damien et ses activités. Je peux vous aider en retour. » Marcos haussa un sourcil, curieux. « Comment puis-je vous aider ?»« J'étais dans l'armée, » dit Emmanuel. « Si tu as besoin de protection ou de résoudre des problèmes, je peux être cette personne. J'ai besoin de ton aide pour vaincre Damien. » Marcos resta silencieux, observant Emmanuel. Il finit par accepter. « Fermé. Je veux voir ce que tu peux faire avant de te faire entièrement confiance. » Emmanuel respecta l'accord au cours des semaines suivantes. Il se révéla être un allié important, aidant Marcos dans les conflits de la prison et le défendant contre les rivaux qui voulaient son poste. Marcos commença à révéler des informations sur Damien, montrant des connexions inconnues d'Emmanuel. Il a découvert que Damien était un chef de gang et qu'il était impliqué dans le vol et le trafic de motos. Il avait des alliés et des ennemis puissants. Et Emmanuel savait comment tirer parti de cette situation. Ramirez et les soldats surveillaient Damien à l'extérieur de la prison. Un jour, lors d'un appel téléphonique, Ramirez a apporté des nouvelles. « Nous avons attrapé Damien en train de voler des motos, » dit-il. « Nous avons suffisamment de preuves pour le condamner. »
remettons-les à la police. Emmanuel ressentit de la satisfaction dans son corps. C'était le début d'un changement de situation. Il savait que, même en prison, il avait encore du pouvoir. Le pouvoir de planifier, de diriger et de faire tomber tous ceux qui pensaient pouvoir le battre. Ramirez savait que le hangar était vital. C'est le centre des opérations, explique-t-il lors d'un appel téléphonique à Emmanuel. Ils cachent les motos volées et se réunissent pour partager les profits et planifier de nouvelles cibles. Emmanuel a écouté attentivement, réfléchissant à la manière d'utiliser ces informations. « Vous avez besoin de preuves concrètes, Ramirez, » dit-il fermement. « Quelque chose qui les relie au crime, rien qui ne soit dispensable. » La surveillance du hangar s'est donc intensifiée. Ramirez et son équipe ont installé des caméras cachées, enregistrant Damien et ses hommes en train de décharger des motos volées et de vendre illégalement des pièces détachées. Les vidéos montrent Damien à la tête des opérations, sa voix donnant des ordres et négociant les prix avec des acheteurs tout aussi peu scrupuleux. Les soldats savaient que les enregistrements ne suffisaient pas. Ils ont besoin d'une solution immédiate qui ne laissera pas d'autre choix à Damien. Ils ont commencé à accompagner Damien dans ses vols. La nuit, il a volé avec 2 hommes une moto de luxe sur un parking, tandis que Ramirez et un autre soldat les filmaient en cachette. Ils ont surpris Damien en train de désactiver l'alarme de la moto, tandis que ses partenaires veillaient à ce que personne ne les repère. Les images sont historiques. On y voit Damien en plein acte, les mains dans le cambriolage. Ramirez savait que cette preuve pouvait conduire à son arrestation. Il savait que Damien n'était pas un criminel ordinaire. Il avait des relations qui pouvaient tout compliquer. En prison, Emmanuel attend patiemment les mises à jour. Il reconnaissait le risque du travail de Ramirez, mais avait confiance en ses capacités. Ramirez donna à Emmanuel des nouvelles qui firent battre son cœur. « Nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, » dit Ramirez. « Et en plus, au cours de la surveillance, nous avons découvert que Damien appartient à un groupe plus large. Il n'y a pas que lui. Ils ont un réseau de vols de motos et de pièces détachées dans plusieurs villes. Si nous pouvons arrêter les autres personnes impliquées, nous ferons en sorte que Damien soit arrêté et qu'il y reste longtemps. » Emmanuel reste silencieux, absorbant l'information. « Beau travail, Ramirez, » répond-il. « Nous devons être prudents. Damien est une menace. Il ne se laissera pas faire sans se battre. » Ramirez acquiesce. Il savait que Damien n'accepterait pas la défaite. Damien ne savait pas qu'il était encerclé. Ses mouvements étaient enregistrés et ses conversations surveillées. Il pensait tout contrôler. Mais son empire s'écroulait déjà sans qu'il s'en rende compte. La nuit où Damien a rencontré ses hommes dans le hangar, Ramirez est passé à l'action. Il a prévenu la police locale de ce qui allait se passer, en lui présentant les preuves qu'il avait recueillies et les détails de ce qu'elle allait trouver. La police a surpris Damien et ses acolytes en pénétrant dans le hangar. Les motos volées, les outils et les enregistrements constituaient des preuves évidentes. Damien a été menotté, faisant preuve d'incrédulité et de colère. Il a protesté auprès de la police, niant les accusations, mais les preuves sont irréfutables. Il a jeté un regard furieux autour de lui alors qu'on le conduisait à la voiture, comme s'il se rendait compte qu'il était manipulé par quelque chose qui le dépassait. Ramirez l'observe de loin, caché. Il savait que ce n'était que le début de la fin pour Damien. Lorsqu'il reçut la nouvelle en prison, Emmanuel ressentit une vague de satisfaction. Damien faisait enfin face à ses conséquences, et Emmanuel savait que la défaite de son rival était un peu plus proche. Quelques jours plus tard, un événement surprenant se produisit. Les soldats d'Emmanuel travaillaient tranquillement, patiemment, enregistrant chaque action de Damien. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'une preuve claire, qu'aucune excuse ou témoignage acheté ne pourrait contester. Cette nuit-là, Damien et ses hommes avaient planifié un vol, le joyau de la couronne, une moto de luxe de grande valeur. Ramirez regarde à nouveau sa montre, ajustant la pointe à son oreille. Il jette un coup d'œil rapide aux hommes à côté de lui. « Ils arrivent », dit-il. À la radio, un officier de police dit qu'ils sont prêts à agir au signal. Les heures précédentes avaient été tendues. Ramirez a travaillé avec la police locale pour assurer la synchronisation. Une erreur pouvait réduire à néant des mois de planification et donner à Damien l'occasion de s'échapper à nouveau. En observant les phares des motos dans l'obscurité, il sait que le moment est venu. Damien était toujours en tête de peloton. Sa moto grondait, reflétant sa personnalité arrogante. Derrière lui, les hommes suivent, munis d'outils pour désactiver les alarmes et s'enfuir rapidement. Ils se dirigent vers le hangar comme s'il s'agissait d'une nuit de travail ordinaire, sans se douter de ce qui les attend. À l'extérieur, Ramirez surveille chaque mouvement, respirant de manière contrôlée et les yeux aux aguets. Il attend que les hommes de Damien ouvrent les portes du hangar
et entrent avec des torches. C'est un crime que Ramirez et son équipe ont déjà vu sur des enregistrements, mais maintenant c'est en direct. Et ce sera la dernière fois. « Confirmé !» dit Ramirez à la radio. « Ils sont sur les lieux. Avancez à mon signal. » À l'intérieur du hangar, Damien se sent à l'aise. Il ordonne, d'un geste assuré, à ses hommes de s'atteler à la moto de luxe. C'était un modèle rare, brillant à la lumière. Un prix qui, pensait-il, renforcerait sa réputation dans le monde de la pègre. Puis tout a basculé. Ramirez fait signe de sortir. Les voitures de police sont arrivées en silence et ont encerclé le hangar. Les phares s'allumèrent, éclairant la zone comme en plein jour. Les sirènes rompirent le silence de la nuit, accompagnées de voix autoritaires qui donnaient des ordres. « PM, les mains en l'air, n'essayez pas de vous échapper. » Le chaos s'installe rapidement. Les hommes de Damien sombrent dans le désespoir, certains courent, d'autres sont paralysés. Damien reste calme un moment, comme s'il réfléchissait à ses options. Il sait qu'il s'est fait prendre, mais son esprit cherche une solution. « Baissez-vous !» hurle un officier, son arme pointée sur le groupe. Ramirez reste en retrait, regardant la police prendre le contrôle. Damien lève lentement les mains, le visage grave et les yeux pleins de colère. Il observe, essayant de comprendre comment tout a basculé si vite. Ramirez s'approche avec un comportement professionnel. Il observe Damien qui, menotté, est emmené vers une voiture. « Vous pensiez rester inébranlable, Damien ?» dit Ramirez d'une voix basse et percutante. « Tu as sous-estimé les mauvaises personnes. » Damien ne parle pas, mais son regard semble promettre la vengeance. Ramirez savait que l'homme ne céderait pas facilement. Mais à ce moment-là, il n'avait pas le choix. Les preuves sont indiscutables. Les enregistrements, le matériel volé et la présence de Damien sur les lieux constituaient un dossier solide et contestable. Lors de la perquisition du hangar, la police a trouvé la moto de luxe, des pièces volées, des outils de démontage et des documents liant Damien à un réseau criminel. Ramirez sait que cela suffit à le compromettre. C'était l'élément nécessaire pour qu'il soit non seulement arrêté, mais aussi emprisonné pour une longue période. Plus tard, Ramirez a téléphoné à Emmanuel depuis la prison. « C'est fait », dit-il, satisfait. « Nous l'avons pris en flagrant délit. Il est enfermé et ne peut pas s'échapper cette fois. » Emmanuel resta silencieux, ressentant une vague de soulagement. Il savait que cela n'annulait pas tout ce que Damien avait fait, mais c'était une étape importante. « Bon travail, Ramirez », commenta-t-il. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Emmanuel raccrocha le téléphone et s'appuya contre le mur de la cellule, réfléchissant à la prochaine étape. Il savait que l'arrestation de Damien n'était pas la fin. C'était le début d'une nouvelle étape dans la lutte. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'aller de l'avant. Damien était tombé dans son arrogance, et Emmanuel voulait s'assurer qu'il ne se relèverait pas. Quelques jours plus tard, le procès de Damien eut lieu. La salle d'audience était chargée de tension, comme si l'atmosphère ressentait le poids du moment. Damien, menotté et l'air grave, est à la table de la défense. Sa posture, autrefois arrogante, traduit désormais une colère maîtrisée. Il porte un costume simple qui cherche à lui donner de la dignité, mais ses yeux agités et ses gestes nerveux révèlent sa véritable essence. De l'autre côté de la salle, les procureurs, les témoins et les spectateurs attendent l'issue de l'affaire qui est devenue le sujet de conversation de la ville. Le juge, un homme aux cheveux gris et à la voix grave, entre dans la salle et prend place. « Levez-vous », déclare l'huissier, et le silence se fait. En faisant signe à tout le monde de s'asseoir, le juge rend l'atmosphère plus tendue. C'est le jour du jugement, et chacun sait que ce moment va clore un chapitre important pour Damien et ses victimes. Les dernières semaines ont été un véritable supplice pour Damien. Depuis son arrestation dans le hangar, il avait tenté en vain de réfuter les preuves retenues contre lui. Les enregistrements vidéo, les messages interceptés et les témoins indiquaient qu'il était à la tête d'un réseau de vol et de trafic de pièces détachées de motos. Il a tenté de plaider non coupable, affirmant qu'il était victime d'un complot, mais personne ne l'a cru. Les jurés l'ont regardé froidement pendant le procès, voyant en lui non seulement un criminel, mais aussi un symbole d'arrogance et d'impunité. L'accusation a constitué un dossier solide. Elle a présenté des enregistrements de Ramirez, montrant Damien en train d'ordonner des vols et de négocier des objets volés. L'un des enregistrements était frappant. On y voyait Damien en train de démonter une moto de luxe. L'image est claire et la voix unique. Lorsqu'elles ont été présentées au tribunal, les preuves ont donné l'impression que même les avocats de la défense de Damien étaient résignés. Les déclarations des témoins étaient fondamentales pour l'affaire. Les alliés de Damien,
réalisant qu'il n'échapperait pas à la condamnation, ont conclu des accords pour réduire sa peine en fournissant des détails sur l'opération criminelle. Roy a révélé que Damien contrôlait étroitement tout, définissant qui volait, ce qui était pris et à qui les objets étaient vendus. Roy a décrit Damien comme un patron froid et impitoyable. Assis dans la salle d'audience, Damien est pris au piège. Il regardait autour de lui, cherchant un allié invisible pour l'aider, mais personne ne bougeait. Même ses hommes fidèles avaient disparu. Il est seul. Le juge tourna les papiers devant lui, le bruit des pages résonnant dans la salle silencieuse. Il observe Damien d'un air neutre, mais ses yeux révèlent qu'il a déjà pris sa décision. « Damien », dit le juge en rompant le silence, « vous avez été jugé et reconnu coupable de vol qualifié, de trafic de pièces volées et d'association de malfaiteurs. Les preuves contre vous sont accablantes. Vous avez mené une opération criminelle qui a causé un grand préjudice à plusieurs personnes. » Damien a dégluti. Il savait qu'il n'y avait plus d'autres options. « La Cour constate, poursuit le juge, que vous avez ignoré la loi et les droits de vos victimes. Votre arrogance et votre mépris des conséquences montrent que non seulement vous avez commis des crimes, mais que vous vous pensiez au-dessus de la loi. » Le bruit s'amplifie dans la salle, mais le juge lève la main, demandant le silence. Il marque une pause, fixant Damien. « Au vu de ces éléments et des preuves, je vous condamne à 12 ans d'emprisonnement en régime fermé, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 7 ans. » Le marteau frappe la table, finalisant la sentence. La salle se tait jusqu'à ce que les murmures reprennent, cette fois avec la satisfaction de l'assistance. Damien reste immobile, comme s'il n'avait pas encore compris ce qu'il venait d'entendre. Son expression, autrefois furieuse, est maintenant désespérée. Les gardes l'escortent vers la sortie. Pendant qu'on l'emmène, il regarde les spectateurs, à la recherche d'un allié. En passant devant Ramirez, qui se trouve au fond de la salle, leurs regards se croisent. Damien s'arrête, reconnaissant l'homme qui a provoqué sa chute. Ramirez reste silencieux, son regard est ferme, indiquant que justice a été faite. Damien est conduit vers la sortie et la salle se vide. Emmanuel a pris la condamnation par téléphone depuis l'autre côté de la ville. Ramirez, direct, détaillait le moment, soulignant que Damien était ruiné. Emmanuel écoutait tranquillement à l'autre bout du fil, souriant lentement. « Bon travail, Ramirez », dit-il, tranquillement satisfait. Il comprend maintenant ce que c'est que d'être confronté à quelqu'un comme nous. La condamnation de Damien n'était pas seulement une victoire juridique, mais aussi une victoire morale. Pour Emmanuel, elle confirmait que, malgré les difficultés, sa détermination avait prévalu. Damien était hors jeu, et Emmanuel pensait que, désormais, le monde était plus sûr, du moins pour sa famille. Damien avait été condamné, son réseau criminel démantelé, et Emmanuel devait se sentir en paix. Il avait gagné la bataille la plus cruciale, mais la victoire avait une saveur douce amère. Son esprit, habitué à planifier et à exécuter, n'avait plus de but immédiat. Dans ce vide, les fantômes du passé apparaissaient comme des ombres dansant dans un coin sombre de son esprit. Emmanuel ferma les yeux, mais les images qui émergeaient n'apportaient aucun soulagement. Il se retrouvait transporté dans des scènes du passé qu'il avait enfouies, espérant ne pas les revivre. Il se souvint de sa première mission dans l'armée, dans un territoire étranger où la différence entre l'ami et l'ennemi était subtile. Le souvenir de ses collègues tombés à ses côtés et les décisions difficiles qu'il a dû prendre lui reviennent en mémoire. L'un de ces souvenirs le tourmente plus que les autres. C'était une nuit où lui et son équipe avaient été surpris. Ils se trouvaient dans un petit village, entouré de civils, peut-être complices de l'ennemi, ou simplement terrifiés. Emmanuel, jeune officier, reçoit l'ordre d'évacuer la zone et de neutraliser les menaces. Cette nuit-là, il était impossible de distinguer la menace de l'innocence. Il se souvient bien d'une femme avec un enfant dans les bras, tous deux sales de poussière et de larmes. La femme parlait dans une langue incompréhensible pour Emmanuel, mais son expression révélait la peur, la supplication et le désespoir. Il devait décider s'il s'agissait d'une civile défendant son fils ou d'une complice cachant une arme. Le doute le tourmente encore aujourd'hui. Il lui ordonna de continuer, et cette décision, bien que nécessaire, lui pesa comme un fardeau insupportable. De retour dans sa cellule, Emmanuel ouvrit les yeux, le cœur battant la chamade. Il s'assit sur le lit, respirant profondément pour contrôler ses émotions. Cependant, les fantômes ne disparaissaient pas facilement. Ils semblaient se nourrir du calme de la nuit, rappelant d'autres souvenirs douloureux, la perte d'un ami dans une embuscade, les regards de mépris qu'il subissait à cause de sa couleur et de son apparence, et plus récemment,
l'enlèvement de Juliette et Hélène par Damien. Emmanuel se leva et alla à la fenêtre. Il tint les barreaux et regarda le ciel nocturne presque caché par la brume et les lumières de la prison. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais les émotions le submergeaient. La culpabilité, les regrets et la douleur étaient des poids invisibles sur ses épaules. Il se souvient de Juliette et d'Hélène, de leurs silhouettes qui brillent dans l'obscurité. Elles étaient son point d'ancrage, la raison de sa lutte, même quand tout semblait impossible. Elles lui rappelaient aussi son incapacité à les protéger complètement. Damien s'en était servi contre lui, et même s'il avait réussi à les sauver, le traumatisme le tourmentait encore. Emmanuel craignait que Juliette et Hélène gardent des cicatrices qu'ils ne pourraient pas guérir, que le passé les hante. Emmanuel savait que ces sentiments étaient communs aux hommes comme lui. Les soldats et les guerriers menaient des batailles internes pour toujours, même après que les batailles externes soient terminées. Il avait appris à convertir la douleur en détermination, mais cette nuit-là, elle semblait plus grande. Il voulait un objectif qui le sortirait du cycle de l'autoréflexion néfaste. Il se souvint d'une phrase de son père. « Ce n'est pas la victoire qui définit l'homme, mais ce qu'il fait après la guerre. » Les mots d'un homme qui avait fait face aux préjugés et à l'adversité touchèrent Emmanuel. Il réalisa que son combat continuait après la chute de Damien. Il y avait plus à accomplir, plus à conquérir. Il retourna au lit, mais maintenant il s'assit droit, les yeux fixés sur le mur en face de lui. L'obscurité semblait moins pesante. Emmanuel élabora un plan, non pas de vengeance, mais de reconstruction. Il savait qu'il devrait travailler dur pour rattraper le temps perdu avec Juliette et Hélène et les aider à se remettre de ce qu'elles avaient vécu. Il savait qu'il pourrait utiliser son expérience pour aider d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. Les journées d'Emmanuel en prison étaient devenues routinières, mais ce jour-là, quelque chose a changé. Les pas des gardiens résonnèrent dans le couloir, accompagnés de murmures et du tintement des menottes. Emmanuel regarda tranquillement les gardes emmener un nouveau prisonnier dans sa cellule. La silhouette était reconnaissable, même de loin. Damien marchait avec arrogance, la tête haute comme s'il contrôlait quelque chose. Emmanuel eut un sourire ironique. L'univers, avec son ironie, avait placé son plus grand ennemi à quelques mètres de lui, séparé seulement par des barreaux de fer. Les gardes ouvrirent la cellule de Damien et le poussèrent à l'intérieur. Il trébucha, mais retrouva rapidement son équilibre, jetant un regard irrité jusqu'à ce qu'il rencontre les yeux d'Emmanuel. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Damien !» dit Emmanuel, brisant le silence avec sarcasme. Il croisa les bras et s'appuya sur le mur. « Je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. » Damien ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile, se tenant fermement aux barreaux de la cellule, comme s'il pouvait les détruire par sa seule volonté. « Tu trouves ça drôle ?» demanda-t-il, la voix basse mais chargée de venin. « Je m'en vais. Quand je partirai, je finirai ce que j'ai commencé. » Emmanuel poussa un petit rire qui résonna dans le couloir vide. « Partir ?» répéta-t-il en secouant la tête en signe de dénégation. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? C'est la fin pour toi. Tu vas rester ici à pourrir pendant que je récupère ma vie. Tu as été vaincu, Damien. » Les mots d'Emmanuel semblaient frapper Damien comme des coups de poing invisibles. L'homme serra les poings, jetant un regard haineux à Emmanuel. « Tu peux rire maintenant, » dit Damien, la voix froide. « Mais je n'oublierai jamais, Emmanuel. Jamais. » Les jours suivants, les deux hommes se livrèrent une guerre silencieuse à travers les barreaux qui les séparaient. Ce n'était plus une agression physique, mais des mots tranchants. Emmanuel utilisait le sarcasme pour provoquer Damien, qui essayait d'attiser la colère et la culpabilité d'Emmanuel en lui rappelant Juliette et Hélène. Emmanuel, expérimenté dans la pression, a tenu bon. Il savait Damien désespéré, et rien n'était plus fort que de démontrer que sa force était inébranlable. Au fil des semaines et des mois, la dispute entre les deux hommes devint routinière. Emmanuel savait que son emprisonnement était presque terminé. Son avocat se battait pour obtenir sa liberté, et chaque jour était un accomplissement vers la vie qu'il voulait reconstruire avec Juliette et Hélène. Pour Damien, l'avenir était un abîme sans fin. Il savait que sa peine serait longue, et sa haine d'Emmanuel était ce qui le soutenait. Il utilisait chaque instant pour alimenter sa colère, se promettant de trouver un moyen de se venger. Dans sa cellule, Emmanuel voyait la haine de Damien comme pathétique, l'écho d'un homme qui avait tout perdu. Il réalisa que, malgré les menaces de Damien, la vérité était claire. Emmanuel avait triomphé, et Damien était pris au piège physiquement et émotionnellement. La prison était plus bruyante que d'habitude cette nuit-là. Des voix résonnaient dans les couloirs, devenant de plus en plus fortes. Emmanuel se leva de sa couchette et s'approcha des barreaux, observant le couloir éclairé par des lumières vacillantes. Dans la cellule d'en face,
Damien était adossé au barreau, un sourire sinistre aux lèvres. Il semblait savoir quelque chose qu'Emmanuel ignorait. « Tu es prêt pour le spectacle, Emmanuel ?» demanda Damien d'une voix basse mais malicieuse. Emmanuel le regarda avec intensité. « Qu'en dis-tu, Damien ?» Avant que Damien ne puisse répondre, un cri au loin rompit le silence. C'était un cri de désespoir et de fureur, suivi de bruits de pas rapides et de portes qui claquent. Le chaos s'installe. On entendait des coups de métal, comme du fer contre des murs, et des alarmes qui sonnaient. Emmanuel recula, réalisant qu'une rébellion avait commencé. Les gardes couraient dans les couloirs, criant des ordres pour contenir la confusion. Mais ils étaient en infériorité numérique et bientôt maîtrisés. Les clés tintaient et les cellules ouvertes résonnaient tandis que les détenus, désormais libres, se déplaçaient comme une vague, renversant tout. Les portes des cellules dans le couloir d'Emmanuel furent ouvertes par d'autres détenus, y compris la sienne. Emmanuel ouvrit lentement la porte. Il savait qu'il devait sortir pour se protéger. Mais le chaos à l'extérieur était une arme à double tranchant, une chance de s'échapper et un champ de bataille incertain. Il se dirigea vers le couloir, évaluant la situation, et trouva bientôt Damien. L'homme l'attendait comme un prédateur, avec un sourire cruel. « Enfin, Emmanuel !» dit Damien, en ouvrant les bras comme s'il accueillait un vieil ami. « Pas de barrières entre nous cette fois. On règle ça une bonne fois pour toutes ?» Emmanuel le regarda avec intensité. Il savait que Damien attendait cela depuis son arrestation. « Pensez-vous que cela se terminera bien pour vous, Damien ?» Damien ne parle pas. Il avança les poings fermés. Emmanuel esquiva rapidement le premier coup, usant de ses réflexes aiguisés par l'entraînement militaire. Le couloir devint le champ de bataille qu'ils évitaient tous les deux depuis des mois, et maintenant, il n'y avait plus de barrière. Le combat était féroce. Chaque coup était plein de haine et de frustration accumulée. Emmanuel, malgré son expérience, avait affaire à un adversaire qui n'avait rien à perdre. Damien se battait avec l'intensité d'un animal pris au piège, chaque coup venant d'une fureur aveugle. Emmanuel frappa Damien au visage et il tituba en arrière. Damien retrouva rapidement son équilibre et attaqua Emmanuel avec une force surprenante. Ils tombèrent tous les deux, luttant pour se contrôler. Emmanuel sentit le béton frapper son dos. La douleur s'étendit, mais il résista. Le combat continua, entouré par d'autres détenus qui criaient et applaudissaient. Emmanuel se releva, mais il était meurtri. Damien avait du sang au coin de la bouche, mais il avait toujours un air de défi sur le visage. « Tu te considères supérieur à moi ?» cria Damien en s'approchant à nouveau. « Tu crois que tu peux me battre, Emmanuel ?» Emmanuel esquiva le coup et attrapa Damien par les épaules, le poussant contre le mur. « Ce n'est pas une question de supériorité, » répondit Emmanuel, haletant. « Il s'agit d'en finir une fois pour toutes. » Avant qu'il ne puisse terminer son travail, d'autres détenus avancent et le combat est interrompu par des coups de feu. Les gardiens reprennent le contrôle de la prison et des renforts arrivent. Emmanuel et Damien ont été séparés, traînés dans des directions opposées, épuisés et blessés. Emmanuel pouvait à peine se tenir debout. Ses blessures étaient graves et il réalisa que le monde s'assombrissait alors qu'on l'emmenait à l'infirmerie de la prison. Il entendit au loin les cris de Damien qui promettait de se venger, mais Emmanuel savait que cette promesse ne prendrait pas effet rapidement. Il avait gagné, d'une manière ou d'une autre. Damien serait sanctionné par une peine plus longue, tandis qu'Emmanuel se rapprochait de la liberté. Alors qu'il était emmené par les gardes, Emmanuel regarda le plafond, le bruit du chaos s'éloignant. Il reconnaissait que ce conflit était inévitable, mais il était conscient qu'il était maintenant plus proche de tout laisser derrière lui. Le prix de la paix était élevé, mais il acceptait de le payer. Emmanuel se réveilla difficilement, la tête douloureuse et le corps lourd, comme s'il portait le poids d'années de lutte. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit le plafond blanc et les lumières fluorescentes d'un hôpital. L'odeur de désinfectant se mêle au bruit lointain des machines qui contrôlent ses signes vitaux. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de s'orienter. Les souvenirs de l'affrontement avec Damien apparurent comme des flashs. Les coups, le sang, le chaos. Son corps se souvient de tout. Les muscles endoloris et les plaies lancinantes témoignent du prix payé. Une infirmière entre dans la chambre, interrompant ses pensées. « Vous êtes réveillé », dit-elle en souriant, en ajustant la perfusion à côté du lit. « Vous nous avez fait peur. » Emmanuel voulut parler, mais sa gorge était sèche. « Combien de temps ?»« 32 jours. » répondit-elle avec sympathie. « Vous avez passé beaucoup de temps en réanimation. Il y avait beaucoup de blessures, mais tu es fort. » Emmanuel acquiesça, essayant de comprendre l'information. 32 jours, 1 mois depuis que la rébellion l'avait mis en lutte pour sa survie. Il remua les doigts et les orteils, vérifiant les limites de son corps. « Il a mal.
mais il est en vie, et c'est suffisant pour l'instant. Emmanuel était à l'hôpital, faisant face à l'impatience de la guérison. Il n'était pas du genre à rester tranquille. Même s'il était blessé, son esprit était toujours en train de planifier la suite. La visite de l'avocat lui apporta soulagement et espoir. « J'ai de bonnes nouvelles pour toi, Emmanuel, » dit l'avocat en s'installant à côté du lit. « Nous avons rétabli ta réputation militaire. Le tribunal a reconnu que vous aviez été faussement incriminé. Votre position dans l'armée a été rétablie. » Emmanuel avait l'air surpris, mais prudent. Il n'y avait pas compté. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, la voix rauque mais curieuse. « L'armée a décidé de vous dédommager pour ce qui s'est passé. Vous recevrez une gratification de 100 000 $. Emmanuel s'appuya sur son oreiller, en proie à des émotions contradictoires. Il avait beaucoup perdu, mais maintenant, il avait l'impression de récupérer une partie de sa vie. La prime était agréable, mais le vrai soulagement était la reconnaissance de son innocence. Il ne voulait pas retourner dans l'armée, mais savoir que son honneur avait été préservé le soulageait. Pendant sa convalescence, Emmanuel reçut la visite de Juliette et d'Hélène. En entrant dans la chambre pour la première fois, Juliette fit ressentir à Emmanuel une vague d'émotions intenses. Il essaya de s'asseoir, mais elle se précipita sur lui et lui tint le visage. « Ce n'est pas la peine de te lever, » dit-elle, les yeux larmoyants. « Tu en as déjà fait assez. » Emmanuel prit ses mains, sentant la chaleur et la proximité qui l'avaient soutenu pendant si longtemps. « J'ai promis de revenir, » dit-il, ému. « Je ne romps jamais mes promesses. » Hélène entra rapidement, courut vers lui et le serra doucement dans ses bras, lui transmettant son amour. « Papa, tu vas mieux ?» demande-t-elle, les yeux pleins d'espoir. « Maintenant que tu es là, je vais mieux, » répondit Emmanuel, en lui caressant les cheveux. Les jours suivants furent une lente convalescence, mais avec des moments de joie. Juliette lui apportait des plats cuisinés à la maison, remplaçant les repas insipides de l'hôpital, tandis qu'Hélène décorait sa chambre de ses dessins pour lui remonter le moral. Emmanuel reconnaît que le combat pour défendre sa famille a été difficile, mais ces moments prouvent qu'il en valait la peine. Le jour de sa sortie arrive. Emmanuel s'aidait encore d'une canne pour marcher, mais sa détermination ne faiblissait pas. Il quitta l'hôpital avec Juliette et Hélène, respirant l'air frais comme si c'était la première fois depuis des années. Il savait que son combat n'était pas terminé, mais ce moment symbolisait un nouveau départ. Emmanuel décida de l'usage qu'il ferait de sa prime au cours des prochains jours. Une partie de l'argent alla à Juliette et Hélène, leur permettant de ne pas s'inquiéter de l'avenir. Une autre partie était destinée à la sécurité, à l'embauche de spécialistes pour protéger la famille. Emmanuel savait que Damien était toujours en prison, mais il le considérait comme imprévisible. Il n'accepterait aucune surprise. Emmanuel décida finalement d'une chose à laquelle il pensait depuis un certain temps. Il dit à l'armée que, bien qu'il soit reconnaissant d'avoir retrouvé son travail, il était prêt à prendre sa retraite. Il voulait abandonner sa vie de combat et ses obligations militaires. Juliette et Hélène étaient sa priorité et il cherchait une vie plus tranquille pour elle. Emmanuel, avec sa famille à ses côtés et la gratification lui assurant la stabilité, commença à planifier le prochain chapitre de sa vie. Il savait que des défis l'attendaient, mais il était plus préparé que jamais à les affronter. Il savait qu'il était en paix avec lui-même. Il a décidé de changer de vie. Ils se sont rendus dans le nord-est de la Colombie. La maison qu'ils ont choisie se trouvait dans un village serein au bord de la mer, entouré de cocotiers et offrant une vue imprenable sur l'Atlantique. C'était une charmante bâtisse, avec des murs blancs, des fenêtres bleues et un porche où le bruit des vagues l'accompagnait toujours. Emmanuel utilisa une partie de son bonus pour assurer le confort et la sécurité de l'endroit. Il engagea des agents de sécurité spécialisés dans les opérations pour protéger sa famille discrètement, sans perturber leur nouvelle routine. La première semaine a été consacrée à l'adaptation. Emmanuel a aidé Juliette à ranger les meubles et à décorer la maison avec des objets locaux, tels que des hamacs colorés sur le porche, des paniers de paille et des photos de paysages de plage. Hélène a exploré l'arrière-cour avec enthousiasme, fascinée par les cocotiers pleins de fruits et le petit jardin que Juliette avait l'intention de cultiver. Pour Emmanuel, ces moments ont confirmé que repartir de là était la bonne décision. Avec le temps, la famille s'est adaptée à la nouvelle routine. Les matins étaient calmes, avec un petit déjeuner sous le porche, où ils pouvaient voir la mer scintiller dans le soleil levant. Emmanuel s'asseyait là, écoutant les vagues et les oiseaux, réfléchissant à la façon dont la simplicité de cette vie lui apportait une paix inattendue. Emmanuel redécouvrit son goût pour les activités simples. Il commença à pêcher dans les eaux calmes près de la plage
une activité qui devint bientôt une thérapie. Dans son bateau, sous le soleil et entouré par la mer, il ressent une liberté qu'il n'avait plus connue depuis sa jeunesse. Juliette s'occupe de la cour, créant une oasis de fleurs et de plantes tropicales. Hélène s'est liée d'amitié avec les enfants de la région, apprenant rapidement leur langue et leurs traditions, ce qui a ravi Emmanuel. Les nuits sont magiques. Sous le ciel étoilé, la famille se promenait sur la plage, laissant des traces de pas dans le sable en parlant de la journée. Juliette et Emmanuel se redécouvrent dans des conversations pleines d'affection et de complicité. Pour Hélène, c'était comme un conte de fées, avec des aventures quotidiennes au bord de la mer. Emmanuel, bien qu'il souhaite une vie tranquille, ne peut ignorer son côté altruiste. Il s'implique dans la communauté, aidant les pêcheurs et les agriculteurs de la région. Grâce à son expérience militaire, il a formé un groupe de sécurité communautaire pour protéger les villages de la criminalité sporadique. Sa capacité à rassembler les gens a fait de lui une figure respectée par la population locale. Juliette a commencé à enseigner l'anglais aux enfants du village avec dévouement. Hélène s'est jointe à elle, traduisant et découvrant la culture locale. Le lien avec la communauté a donné à la famille un nouveau sentiment d'appartenance. Bien que la vie en Colombie soit presque idéale, Emmanuel avait encore des échos du passé. En regardant la mer au crépuscule, il se souvenait des luttes qu'il avait menées, tant au combat que dans sa vie. Il savait que les cicatrices ne disparaîtraient pas complètement, mais qu'elles ne le définiraient pas. Emmanuel puisait sa force dans sa famille dans les moments d'introspection. Juliette était son soutien, toujours là, lui rappelant qu'il avait le droit de vivre en paix. Hélène, avec sa vitalité et sa pureté, représentait l'avenir qu'il était en train de créer, un avenir qu'il s'engageait à préserver à tout prix. Emmanuel restait vigilant. Il savait que malgré la distance et la sécurité, Damien, même emprisonné, restait une menace. Il n'avait pas peur, mais il savait que sa tranquillité était le prix à payer pour être prêt à protéger ce qu'il aimait, si nécessaire. Les mois se transformèrent en années, et la vie en Colombie devint tout ce dont Emmanuel avait rêvé. Il conciliait travail communautaire, famille et moments de tranquillité. Les plages, avec leur sable blanc et leurs eaux claires, devinrent l'endroit idéal pour un homme qui avait passé la plus grande partie de sa vie dans les guerres et les prisons. Emmanuel sentit, pour la première fois, qu'il avait trouvé un endroit où être. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, colorant le ciel d'orange et de rouge, Emmanuel se tenait sous le porche avec Juliette et Hélène qui jouaient dans le sable. Il les regardait avec gratitude pour ce qu'elles avaient. Le bruit des vagues était ininterrompu, rappelant que la vie continuait en mouvement, mais ouverte à de nouveaux départs. Emmanuel reconnut que le voyage avait été difficile, plein de défis qui l'avaient entraîné et testé. Il savait que chaque combat en valait la peine, car il l'avait amené à ce lieu de paix. Le nouveau départ en Colombie n'était pas seulement un moyen d'échapper au passé, c'était la preuve qu'il avait vaincu Damien et ses démons intérieurs. Dans la paix, Emmanuel trouva ce qu'il cherchait, un foyer, un but et la liberté de vivre pleinement. Damien attendit patiemment ce moment, planifiant chaque détail en se faisant passer pour un prisonnier vaincu. Il a cultivé des contacts en prison et à l'extérieur, utilisant sa ruse pour manipuler ceux qui le suivaient. Les mercenaires, qui coûtent cher, n'ont qu'un seul but, le libérer. Lorsque les explosions commencent, Damien comprend que son heure est venue. Déguisé en uniforme de gardien, il se fond dans le chaos, évoluant dans l'ombre alors que les mercenaires combattent les forces de sécurité. La confusion l'aide. Lorsque les portes principales s'ouvrent, Damien court vers la liberté, la respiration haletante et l'esprit fixé sur un seul objectif, la vengeance. Après son évasion, Damien disparaît pendant des semaines, générant rumeurs et incertitudes. Il sait que les autorités sont à ses trousses, mais il sait se cacher. Ce n'est pas un homme ordinaire. Sa capacité à vivre dans des situations extrêmes et sa détermination font de lui un adversaire redoutable. Pendant cette période de silence, il a rassemblé des hommes dangereux, des mercenaires sans loyauté, qui ne se battent que pour l'argent et la destruction. Damien a utilisé ses contacts avec la pègre pour retrouver Emmanuel, qui a disparu après avoir déménagé en Colombie. Damien disposait des ressources nécessaires et pensait qu'avec du temps et de l'argent, n'importe quel homme pouvait être retrouvé. Emmanuel menait une vie tranquille, ignorant la menace qui pesait sur lui. Il s'est créé une routine paisible, s'occupant de sa famille et participant à la vie de la communauté. Au fond de lui, il savait que la paix était instable. La mémoire de Damien, bien que cachée, lui rappelle que son combat n'est peut-être pas terminé. Après un mois de recherche,
Damien a finalement trouvé Emmanuel. Le village au bord de la mer dans le nord-est de la Colombie, avec ses chemins de terre et ses belles plages, ne semblait pas être l'endroit où Emmanuel pouvait se cacher. C'est là qu'il a trouvé la paix. Pour Damien, c'était l'endroit idéal pour ruiner ce qu'Emmanuel avait construit. Damien n'avait pas l'intention d'attaquer subtilement. Il voulait qu'Emmanuel sache qu'il venait et qu'il ressente la même anxiété et le même désespoir qu'il avait connu en prison. Damien et ses 10 mercenaires se rendirent au village d'Emmanuel avec la mission de l'exterminer et de détruire tout ce qui lui était cher. Le voyage à travers la Colombie fut long et semé d'embûches, mais Damien était déterminé. Il a révisé ses plans en cours de route. Les mercenaires avaient reçu l'ordre de faire un raid nocturne sur la maison d'Emmanuel, d'éliminer toute résistance avant de capturer sa famille. Damien voulait qu'Emmanuel souffre, qu'il assiste à la destruction du monde qu'il avait créé. Damien ne s'est pas rendu compte qu'Emmanuel était plus près qu'il ne le pensait. Emmanuel avait engagé une équipe de sécurité de 15 experts en opérations spéciales lorsqu'il s'était installé en Colombie. Ils étaient discrets et efficaces, se déplaçant dans la propriété sans attirer l'attention, neutralisant les menaces avant qu'elles n'atteignent l'Emmanuel ou sa famille. Damien, allongé dans un pick-up à quelques mètres de la maison, surveillait avec une paire de jumelles. Ses yeux sont rivés sur la propriété et tout son corps étendu par l'attente. Malgré sa jambe en convalescence, il est déterminé à terminer ce qu'il a commencé. 10 mercenaires armés attendent ses ordres. Ils étaient là pour une seule mission: s'introduire dans la maison d'Emmanuel, perturber sa sécurité et finalement l'éliminer. Damien n'a jamais perdu la haine qui l'animait. Pendant les 5 années de préparation de sa vengeance, il pensait qu'Emmanuel symbolisait tout ce qu'il détestait, quelqu'un qui semblait toujours triompher, même dans les situations adverses. Maintenant, il pensait pouvoir changer la situation. Sous le couvert de l'obscurité, les mercenaires avancèrent vers le domaine. Discrets et stratégiques, ils se glissent comme des ombres entre les arbres qui entourent la maison. Chaque pas était soigneusement planifié, leurs yeux attentifs à tout signe de danger. Damien les observait attentivement, un sourire cruel sur le visage. Il était sûr qu'Emmanuel et sa famille ne seraient pas prêts pour l'attaque. Damien se trompait. Emmanuel avait toujours été un stratège. Il avait compris que sa paix en Colombie était un privilège vulnérable. Il avait donc investi dans la sécurité militaire. Son équipe de 15 agents, entraînés et discrets, était toujours sur le qui-vive. Caméras, détecteurs de mouvement et alarmes jalonnent de la propriété. Avant que Damien et ses hommes ne s'approchent de la maison, les agents de sécurité étaient déjà au courant de leur présence. L'équipe de sécurité a agi avec une précision remarquable. Elle surveille les mouvements des envahisseurs à partir de points stratégiques. Lorsqu'ils franchissent la limite de la propriété, les agents réagissent rapidement. Soudain, des coups de feu précis brisent le silence de la nuit. Les mercenaires sont pris par surprise. L'attaque prévue s'est transformée en embuscade. 3 des hommes de Damien tombent, touchés par des tirs qui ne laissent aucune place à la réaction. Le groupe se replie pour se regrouper, mais les agents de sécurité d'Emmanuel sont stricts. Damien, réalisant qu'il perdait le contrôle, s'avança à la tête de ses hommes. « Suivez !» il cria, la voix pleine de colère. « Continuez! Nous les vaincrons !» Les mercenaires ne voulaient pas mourir pour la cause d'un autre. Ils reculèrent l'un après l'autre, s'enfuyant dans l'obscurité et laissant Damien seul. Se rendant compte qu'il était encerclé, Damien tenta de riposter. Il sort un pistolet et tire sur les agents de sécurité, mais il est dans une position vulnérable. Un tir clair l'atteint à la jambe et le fait tomber à genoux. L'impact l'a désorienté et le pistolet lui est tombé des mains. Emmanuel, qui était resté chez lui jusqu'alors, sortit lentement, accompagné de 2 agents de sécurité. Il s'approcha calmement de Damien, au milieu du chaos qui l'entourait. Son visage était impassible, et il fixait l'homme qui l'avait tant fait souffrir. Damien est allongé sur le sable, le visage tordu par la douleur et la colère. Il tenta de se lever, mais sa jambe blessée l'en empêcha. Lorsqu'il vit Emmanuel s'approcher, il laissa échapper un rire amer et cracha du sang sur le sol. « Nous sommes là !» dit Damien d'une voix rauque. « Tu as encore gagné, Emmanuel. Tu dois être fier. » Emmanuel s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés. « Ce n'est pas une question de fierté, Damien. Il s'agit d'en finir une bonne fois pour toutes. » Damien lui lança un regard noir. « En finir? Tu crois que tu peux passer à autre chose? Je reviendrai toujours, Emmanuel. Je reviendrai toujours, Emmanuel. Toujours. » Emmanuel prit une grande inspiration, regarda Damien et lui dit calmement « Pas maintenant. » Il se tourna vers les agents de sécurité et fit un geste pour donner un ordre. Les agents de sécurité d'Emmanuel arrêtèrent rapidement Damien
Ils lui passèrent les menottes et le mirent dans une voiture qui n'attirait pas l'attention. Mais Emmanuel n'avait pas l'intention de le remettre aux autorités colombiennes. Il s'est rendu compte qu'une prison normale ne suffirait pas à éloigner Damien. Au lieu de cela, il s'est adressé à de vieux amis en Bolivie. Ces hommes avaient des contacts avec des endroits secrets où les lois ne s'appliquaient pas. Damien a été envoyé dans une telle prison. C'était un endroit triste et oublié. Il y restera pour toujours. La vengeance qu'il avait cherchée pendant de nombreuses années se termina dans la honte et la solitude. Il était privé de toute chance de guérison ou d'évasion. Emmanuel rentra alors chez lui. Juliette et Hélène l'attendaient. Il savait que le danger de Damien était passé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait que la paix pouvait être réelle. Ce soir-là, il s'assit sur le balcon. Il regarda les étoiles qui se reflétaient dans la mer. Le bruit des vagues est apaisant. C'est le signe que la vie a repris son cours normal. Pendant qu'Hélène batifolait dans le sable et que Juliette préparait le dîner, Emmanuel pensait à tout ce qui s'était passé. Les luttes, les pertes et les réussites. Tout cela l'avait façonné, mais ne faisait pas de lui ce qu'il était maintenant. Il pouvait maintenant oublier ce qui s'était passé avant et vivre dans le présent. La perte de Damien n'était pas seulement la fin d'une guerre qui avait duré longtemps. C'est le début d'une nouvelle vie. La paix n'est pas seulement un moment qui passe. C'était une façon de toujours vivre. Cette nuit-là, alors que le vent balançait les palmiers et que le bruit de la mer se faisait entendre, Emmanuel réalisa qu'enfin, lui et sa famille étaient libres.